Je vais leur dire les questions plus tard. Ben oui, c'est ça. Je sais que vous m'entendez, Jean, en ligne. On est en train de régler des petites choses avant de commencer. Veux-tu qu'on y aille? Parfait. Bon. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Alexandre Duval. Je pense qu'il y en a quelques-uns, quelques-unes d'entre vous qui me connaissent. Là, on peut dire ex-journaliste, du moins pour le moment, enseignant en sciences politiques pour l'instant, animateur. Je suis bien content d'être avec vous pour cet événement-ci. On a des gens aussi qui sont avec nous en ligne. Je ferai peut-être juste un petit message d'intérêt à toutes ces personnes de bien fermer leur microphone pour l'instant, pour être sûr qu'on n'ait pas d'interférence. Puis plus tard dans l'atelier, quand on va arriver à la période de questions, les gens qui seront en ligne et qui auront des questions à poser là, pourront le faire peut-être plus avec le chat à moins qu'on trouve une autre solution technologique, mais on va essayer de procéder comme ça. Puis évidemment, les gens dans la salle, ben, on aura le contact visuel, puis juste à lever la main. Euh, je veux vous souhaiter la bienvenue, tout le monde, à cet atelier Itinérance et médias. Je pense que c'est un moment de rassemblement important pour le milieu, mais je pense aussi pour le milieu médiatique. Il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir tirer de ça aujourd'hui. Euh, Rencontre de 2 heures qui va être divisée en 3 blocs. Donc, on va commencer avec une présentation. Ensuite, discussion entre panélistes sur scène. Puis la dernière heure va vraiment être consacrée aux échanges entre milieu médiatique et le milieu, que ce soit communautaire ou le milieu de la recherche. Bref, tout le monde qui est impliqué avec le phénomène de l'itinérance. J'ai envie de commencer peut-être en vous faisant une petite anecdote rapide parce que tantôt, avant de m'en venir ici, j'étais sur la rue Saint-Joseph en train de faire une petite emplette. Et dans le commerce où j'étais, la personne qui était à la caisse juste avant moi demandait à la commerçante, puis vous autres, comment ça va dans le quartier? Puis la commerçante a répondu, ah ben, il n'y a pas juste des affaires laides, quand on peut se concentrer aussi sur les belles choses dans le quartier, il y a aussi du beau, mais j'écoutais le vocabulaire autour de ça, là, il n'y a pas juste des affaires laides. Puis je me disais, OK, il y a vraiment quelque chose là. Il y a vraiment un sentiment de changement dans le quartier Saint-Roch à Québec. Les gens en parlent avec certains mots. Le milieu médiatique contribue probablement aussi à la manière dont les gens en parlent. Donc, c'est important qu'on soit réunis ici aujourd'hui. L'idée, c'est d'avoir un peu une conversation entre deux mondes qui ne se comprennent pas toujours, qui n'ont pas les mêmes contraintes, qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs non plus, mais qui au final travaillent quand même tous les deux dans l'intérêt public et dans l'intérêt du public. Donc, il y a quelque chose qui vous rejoint, le milieu médiatique et le milieu, tous les milieux qui touchent au phénomène de l'itinérance. J'ai envie de dire qu'à Québec, la chance qu'on a, c'est que tous les acteurs qui sont impliqués par rapport à ce phénomène-là, que ce soit des acteurs communautaires, que ce soit des acteurs publics, que ce soit même des acteurs privés comme les sociétés de développement commercial, à Québec, les acteurs se parlent. OK? Contrairement peut-être à ce qui se passe ailleurs dans la province. Par contre, ce qui a émergé au fil de ces rencontres-là entre acteurs impliqués, c'est que des fois, la couverture médiatique dérape. Des fois, la couverture médiatique crée du mécontentement. Des fois la couverture médiatique crée de l'incompréhension. Et donc, a émergé une forme de souhait de créer ce lien-là pour essayer peut-être un peu d'influencer la manière dont les médias se comportent par rapport à ce phénomène-là. Puis ça arrive, vous le comprenez, au moment où, dans l'actualité, il y a de plus en plus de reportages au sujet de l'itinérance. Il y a eu récemment le cas de Caroline de Rome à Brossard qui a été happée par un homme qui lui-même avait déjà été en situation d'itinérance. Il y a le démantèlement non encore fait du campement Notre-Dame à Montréal. Il y a eu le projet de loi 103 avec des fois des amalgames, mais aussi avec des prises de parole. Donc, on en parle de plus en plus. Mais pour toutes ces raisons-là, il y a un comité qui a été formé à Québec justement pour essayer de développer des initiatives pour permettre au milieu médiatique d'avoir ces points de contact-là. Et c'est exactement dans cette optique-là que la rencontre d'aujourd'hui s'inscrit. Donc, on ne pourra pas faire le tour de toutes les questions. L'idée, c'est d'avoir ce premier point de contact-là, que les journalistes puissent faire part de leurs contraintes puis de leurs réalités, puis que les gens qu'on a devant nous ici, qui sont issus de différents milieux, puissent à leur tour faire part
de leurs connaissances et de leur réalité et de ce qu'on sait de l'itinérance. Donc, je vous présenterai rapidement les 5 personnes qui sont sur scène avec moi et qui vont vous accompagner pendant toute la soirée. D'abord, à ma gauche, Boromir Vallée-Doré, qui depuis 5 ans est le directeur du réseau Solidarité Itinérance du Québec, qui a suivi un parcours académique en travail social, en administration publique, qui a siégé aussi sur différents comités ministériels qui portaient sur l'itinérance. Il a produit des rapports, il a produit des mémoires pour essayer d'influencer les politiques publiques, donc quelqu'un d'expérience. À sa gauche, excuse-moi, j'ai dit doré, d'or. C'est moi qui dors au gaz. Euh, Annie Fontaine, qui est professeure à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval, qui s'intéresse au phénomène de désaffiliation sociale, dont l'itinérance en particulier. Elle est affiliée au Centre de recherche Jeunes, Familles et Réponses sociales, à la chaire Réseau de recherche sur la jeunesse, membre fondatrice également de l'Association des travailleuses et travailleurs de rue du Québec, collabore avec plusieurs regroupements d'organismes communautaires, dont le RAIC et le RSIQ. Donc, merci aussi d'être là, Annie. Euh, Geneviève Quinté, que vous connaissez aussi, qui est directrice générale du projet Prostitution Intervention Québec depuis 2006, mais qui est impliquée depuis 1993 au PIPQ, tantôt comme travailleuse de rue, tantôt comme préventionniste. Souvent, Geneviève, on l'a vu dans les médias, on l'a vu participer à des colloques, on l'a vu participer à des tables souvent, donc ta parole est précieuse. Merci d'être là. À sa gauche, Marie-Lie Plante, qui travaille depuis maintenant 5 ans au sein du regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec, donc le RAIC. Elle est actuellement à la coordination du regroupement. Elle a aussi été organisatrice, titulaire d'un baccalauréat en travail social de l'Université Laval. Merci aussi d'être là. Et à sa gauche, attendez que je retrouve la petite bio, Ariane Souza-Caron, qui est titulaire d'un baccalauréat en travail social de l'UQAM et d'une maîtrise en travail social de l'Université Laval, s'intéresse aux enjeux entourant la présence des personnes en situation d'itinérance dans l'espace public, aux tensions aussi qui découlent de la cohabitation sociale, et le mémoire qu'elle va nous présenter dans quelques instants porte sur les représentations médiatiques de l'itinérance au Québec, et elle a un projet doctoral qui porte sur la cohabitation sociale sur le campus de l'Université Laval. Donc, on est vraiment gâtés aujourd'hui. Ça, c'est ce qui fait le tour des petites présentations que j'avais à faire. Donc, je ne vous dérange plus. Je vais laisser Ariane prendre le contrôle pour les 15 prochaines minutes, donc avec la présentation de son mémoire de maîtrise. Euh, je l'ai lu. C'est confrontant parce qu'on voit comment les médias traitent de l'itinérance à la fois sur le plan qualitatif et sur le plan quantitatif. Puis comme ex-journaliste, ça force à se poser des questions. Donc, Ariane, je te laisse aller, puis ensuite on revient en conversation. Peut-être juste hausser le ton de la voix, Ariane. Ouais. Mais en fait, c'est que je vais faire une petite précision. Le microphone, on a été obligé de baisser le son des haut-parleurs dans la salle parce on avait un énorme retour de son qui aurait été insupportable et pour vous et pour nous. Mais pour les gens en ligne, c'est important qu'on ait les micros quand même. Donc, peut-être juste t'assurer de parler suffisamment fort pour les gens dans la salle. Ou approchez-vous aussi. Ça peut être une solution. Ah, donc, analyse statistique descriptive, j'ai pu avoir des données quantitatives sur ce corpus d'articles-là, mais j'ai aussi eu une démarche plus qualitative pour voir quels mots on utilisait, quelles métaphores, quelles figures de style on employait dans les médias afin de comprendre un peu comment est-ce qu'on parle d'itinérance dans les médias.
Donc, les articles que j'ai choisis dataient de mai 2014 à mai 2024 dans cette périodique québécois francophone. Donc, Le Soleil, La Presse, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, le Nouvelliste, le Laurentien et le Journal Le Nord. Donc, vous voyez qu'il y a des journaux plus de centres urbains, puis il y en a quelques-uns de régions plus rurales. Change de diapo. On va l'avoir. C'est peut-être, ça se peut-tu que ce soit ton clicker sur le... On l'a. En 2023-2024, ben, c'est le quart des articles en fait, qui parlent d'enjeux de cohabitation sociale quand on parle d'itinérance. Donc, en gros, on parle beaucoup d'itinérance, mais on parle beaucoup d'itinérance visible. Ça, c'est le premier petit point de mes résultats que je voulais amener. Peut-être si on peut changer la diapo. Merveilleux. Donc, deuxième petit point de résultat, c'est les amalgames entre le phénomène de l'itinérance et d'autres phénomènes adjacents, d'autres enjeux sociaux qui y sont parfois reliés, mais pas nécessairement, comme par exemple ben, la criminalité et la consommation de drogue. Donc, vous pouvez voir un peu que l'année 2022-2023 est assez marquante, le même parallèle que précédemment. Donc, à partir de ce moment-là, beaucoup d'amalgames entre le phénomène de l'itinérance et ces autres enjeux-là sont visibles dans les médias. Quand je parle d'amalgame, je ne parle pas nécessairement de simplement mentionner des enjeux liés à la criminalité dans un article qui traite d'itinérance, mais je parle plutôt de mentionner les deux sans distinction, sans que ce soit clair duquel on parle. Je vais juste vérifier si le micro... Ouais, le micro est toujours ouvert. On va prendre l'eau. OK. OK. Que ça fonctionne, Annie? Allô? C'est de retour. Puis là, il est allumé plus. OK. Voilà. Donc, c'est ça. Je disais que quand je parle d'amalgame, je parle pas simplement de mentionner un enjeu en même temps d'un autre, mais vraiment de les fusionner complètement sans qu'il y ait de distinction entre les deux enjeux. Mais j'ai aussi codé les mentions de consommation d'alcool ou de drogue, les mentions de criminalité, les mentions de violence, et j'ai codé les mentions d'incidents négatifs associés à la présence de l'itinérance dans l'espace public, donc que ce soit des vols, des méfaits, des incendies, la perte de revenus pour certains commerçants. Puis j'observe que c'est en hausse assez exponentielle aussi, donc de 386 dans les années à l'étude. Voilà pour cette diapo. Merveilleux. Donc, troisième petit point pour ce bloc de résultats que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, c'est le codage des actes, des mentions d'actes de violence dans les médias. Donc, non seulement j'ai codé le nombre de fois qu'on parlait de violence quand on parle d'itinérance, donc ça, c'est environ 26 des articles qui parlent d'itinérance vont parler d'actes de violence, mais j'avais envie aussi de coder la direction des actes de violence. Donc, c'est qui est victime de ces actes de violence-là? J'ai trouvé une tendance que je trouve assez évocatrice, c'est que de plus en plus, les citoyens sont ciblés comme étant des victimes des personnes en situation d'itinérance, tandis que ce n'était pas du tout le cas au début de mon analyse. Donc, au début de l'analyse, c'est beaucoup plus les personnes en situation d'itinérance qui étaient représentées comme étant des victimes de violence, tandis que la tendance s'inverse de plus en plus. Dernier petit point pour clore ce volet de résultats, c'est le codage des pistes d'action mentionnées par les médias. Donc, il y a plusieurs pistes d'action qui sont abordées, évidemment, l'augmentation de l'offre en logement, l'augmentation et l'amélioration des services, la mise en place d'approches spécialisées comme le travail de rue, mais il y a aussi, est-ce qu'on pourrait revenir? Merci. Il
Il y a aussi la mention d'approche de répression. Donc, quand je parle de répression, je parle d'augmentation de la surveillance policière, des caméras de surveillance. Il y a plusieurs articles même qui parlent de fusils à filet. Ce genre d'approche-là répressive qui sont ancrées plus dans un comportement individuel. Donc ça, dans le corpus global, c'est 10% des articles. Mais quand c'est des articles qui traitent de cohabitation sociale, c'est 41% des articles qui vont mettre de l'avant ce genre d'approche-là. Puis, les données que je vous présente aujourd'hui, c'est un peu pour cadrer le fait que l'itinérance est de plus en plus présentée comme étant un phénomène dangereux et dérangeant dans l'espace public, et qu'on met beaucoup l'accent dans les médias sur cette facette du phénomène-là. Puis, l'espèce de gradation que j'essaie de vous amener, c'est que plus on parle de l'itinérance comme étant un phénomène dangereux, dérangeant, plus on risque d'aborder des approches de répression pour gérer ce phénomène-là sur le terrain. Donc, voilà pour ce volet-là. J'avais un deuxième petit volet de résultats que j'avais envie de vous présenter, qui est celui de la présence des personnes directement concernées dans les médias. Donc, est-ce qu'on les voit, est-ce qu'on les entend, quel genre de discours elles portent? Donc, le premier graphique qu'on voit ici, c'est un graphique qui représente toutes les prises de parole que j'ai codées dans mon corpus, peu importe le sujet. Donc, on peut le passer quand même assez rapidement. Annie, c'est juste pour vous montrer que j'ai fait l'exercice globalement, mais je trouvais l'exercice plus pertinent de le faire en fonction des sujets. Donc, comme vous pouvez voir, en fonction des sujets, c'est complètement différent en fait. Donc, dans les articles qui sont plus anecdotiques, on peut penser à des faits divers. Les personnes en situation d'itinérance parlent beaucoup, beaucoup. En fait, c'est les acteurs qui parlent le plus. Donc, on entend beaucoup leurs paroles, on les mobilise pour avoir des citations directes. Tandis que quand c'est du contenu qui est associé à l'espace public, ben, elles sont presque pas présentes. On peut voir que c'est 6%. Donc, la différence pour moi était assez marquante visuellement. Puis je trouvais la différence aussi proportionnellement sur le deuxième graphique de pouvoir vous montrer que quand on parle d'itinérance dans l'espace public, c'est majoritairement le voisinage et les commerçants et commerçants qu'on entend, et c'est plus ou moins les personnes qui sont affectées directement par le phénomène. Alors, quelques éléments qualitatifs, parce que comme je disais plus tôt, ben, c'est une analyse à devis mixte. J'ai observé quelques façons de présenter les personnes en situation d'itinérance et les lieux qu'elles fréquentent, notamment, puis ça, vous aussi, vous l'avez peut-être observé, mais c'est l'emploi du terme itinérant qu'on essaie d'éviter dans d'autres contextes, mais qui est bien présent là, dans les titres de beaucoup d'articles encore. Puis j'ai observé qu'il y avait beaucoup de métaphores, de périphrases, d'hyperboles pour désigner les personnes et les lieux qu'elles fréquentent. Donc, c'est souvent des appellations très longues pour faire une description très visuelle, sensorielle de ces aspects-là, des personnes et des lieux. Puis, deuxièmement, j'ai observé quelques champs lexicaux qui reviennent beaucoup, beaucoup dans la couverture médiatique. Entre autres, le champ lexical du sinistre. Donc, on va dire telle zone est sinistrée par la présence d'itinérants. Où ce quartier brûle. Sinon, il y a le champ lexical du spectacle. Donc, on est devant ce triste spectacle de consommation d'ivresse, des personnages rocambolesques qui rôdent dans les rues. Je vous donne des exemples. Puis, pour finir, il y a aussi le champ lexical de la prise d'assaut. Donc, on va dire le quartier est pris d'assaut, ce qui sous-entend une prise de force de quelque chose qui n'est pas à toi, en fait. Donc, voilà pour ce deuxième élément qualitatif qui, mis ensemble, je trouve, évoque une exacerbation de la charge émotive, surtout associée aux enjeux de cohabitation sociale. Donc, l'impact de la cohabitation sociale sur le voisinage et les commerçants est vraiment mis en lumière par ces procédés qualitatifs assez chargés émotionnellement. Oui, alors, je me suis aussi intéressée à l'interprétation politique de l'itinérance dans les médias. Donc, pour vous dire rapidement, il y a seulement 5% des articles qui mentionnaient des politiques sociales. Il y a 15% des articles qui ciblaient des causes du phénomène, tandis que 52% du corpus ciblaient des pistes d'action. Je trouvais la différence quand même assez intéressante. Il faut aussi dire que peu des causes qui sont ciblées sont structurelles. Puis les pistes d'action mentionnées ne sont pas énormément globales. Puis pour clore ce volet-là, j'avais envie de dire que même si la parole des personnes directement concernées est peut-être difficile à inclure dans les médias, je le comprends tout à fait, c'est un procédé qui peut être très humanisant et qui peut nous aider à avoir une lecture très sensible du phénomène. Je pense que d'aborder plus de causes puis des politiques sociales aussi, ça nous permettrait d'avoir une lecture politique structurelle aidante. Je vais finir sur quelques petits risques en conclusion. Je pense que mis ensemble, cette caractérisation de l'itinérance comme étant un phénomène dangereux
peut appuyer une impression de distance avec ces personnes-là, surtout qu'on les voit très peu dans les médias. Puis je pense que les médias, c'est un acteur politique très important qui nous permettrait de nous rapprocher. Puis peut-être en ce moment que certains éléments de la couverture médiatique nous, nous encouragent pas à créer ce genre de rapprochement-là qui nous permettrait de prendre soin des personnes avec dignité et sécurité. Puis ben, bref, pour finir aussi, c'est sûr que ce genre d'élément-là peut risquer d'accentuer la stigmatisation des personnes directement concernées, mais aussi des personnes qui travaillent auprès d'elles comme les intervenants. Merci, Ariane. Il y a aussi l'idée, hein, je vous rappelle, c'est pas de faire un procès du travail médiatique, pas du tout, mais il y a aussi de belles choses qui se sont passées. Je vois Olivier Bossé qui a travaillé sur de beaux reportages récemment, puis je sais que ça a contribué à un petit vent de fraîcheur dans le contexte actuel où la couverture est parfois très, très difficile. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que l'atelier d'aujourd'hui, c'est évidemment la réalisation du comité dont je vous parlais, mais aussi de l'organisme L'Engrenage avec la collaboration de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Donc, c'est aussi un travail d'équipe, cette affaire-là. Je lancerai la discussion entre vous sur quelque chose de bien simple parce que, évidemment, les médias, c'est de l'information qui passe à travers des mots. Ariane, tu l'as évoqué un peu. Qu'est-ce qui vous fait tiquer quand vous ouvrez le journal ou vous allumez la radio? C'est quoi le vocabulaire pour lequel vous vous dites, tabarouette, tu sais, pourquoi ils disent ça de même? Puis, je vous laisse prendre les micros et vous les passer pour peut-être sensibiliser un peu à qu'est-ce qui est adéquat, qu'est-ce qui l'est moins. Marie-Lie, tu peux prendre le micro. Non. Ben, tu sais, il y a les mots. Puis je trouve qu'Ariane, tu l'as bien placé. L'idée, tu sais, c'est souvent les idées, ce qui est sous-jacent aussi, qui peut être dérangeant, qui peut nous faire sourciller. On sent des fois qu'il y a vraiment, tu sais, un désir, tu sais, comment je peux dire, tu sais, c'est pas d'exagérer nécessairement la situation, mais c'est ce que ça dépeint, nous, tu sais, on conçoit qu'il y a des réalités qui existent aussi, puis qu'on nie pas, des comportements qui peuvent être colorés, qui peuvent être dérangeants. Mais souvent, on dit souvent que c'est la pointe de l'iceberg, puis ça vient visibiliser tout ce qui, ça a été nommé un peu plus tôt, tout ce qui se fait de beau, tout ce qui se passe dans le milieu, puis ça dépeint une image qui est pas nécessairement réaliste, ça vient généraliser des dynamiques quand on est sur le terrain au quotidien, c'est pas nécessairement ça qui se passe. Fait que je vous dirais que vite de même, là, puis peut-être que mes collègues pourront compléter, mais j'ai pas nécessairement de mots. Bon, il y a des mots heurtants, on a entendu Zombieland, des affaires comme ça. Mais souvent, c'est vraiment ce qui est sous-jacent, l'idée qui vient nous confronter, puis des fois, on n'a pas de pogne, tu sais, pour pouvoir dénouer ces éléments-là, ou on sait que c'est moins ça qui attire l'attention du public aussi. Fait qu'on comprend ces réalités-là. Mais après ça, c'est comment qu'on peut, sans dire qu'on a un contre-discours, parce que c'est pas de s'opposer, mais comment qu'on peut mettre en lumière les réalités, ce qui se passe de beau, tu le disais d'entrée de jeu, mais aussi les réalités des personnes, tu sais, comment qu'on peut vraiment s'intéresser à ça pour de vrai. Donc, Il reste que les chiffres, en tout cas du dernier dénombrement du gouvernement québécois, nous démontrent qu'il y a une augmentation substantielle du phénomène. Puis je pense que les journalistes sont confrontés des fois au fait qu'il y a des citoyens qui les contactent, il y a des commerçants qui les contactent, qui ont besoin de se plaindre parce que eux vivent des trucs qu'ils vivaient pas avant, ça change leur monde, ça change leur réalité. Donc les journalistes veulent aussi répondre à cette partie-là de la société qui a besoin de s'exprimer. C'est un jeu d'équilibriste. Tu parlais de Zombieland, c'est pas la création d'un journaliste en tant que tel. De mémoire, c'est quelqu'un qui l'avait dit, mais c'est repris dans le reportage. Donc, c'est une citation. Geneviève, est-ce que tu ou Annie, là, je ne sais pas s'il y en a une de vous deux qui veut intervenir là-dessus, mais sur les. J'ai appris une chose dans l'expérience que j'ai avec le monde médiatique, c'est les titres. Tu sais, j'ai accordé quand même un certain nombre d'entrevues, puis les textes étaient bien, mais souvent c'est dans le titre, des titres alarmants, des titres qui restent en tête aussi. Puis je trouve qu'ils contribuent des fois beaucoup plus que ce qui est écrit dans le texte.
c'est parce que les gens se souviennent de ces titres-là qui sont punchés. Puis je comprends, on m'a déjà expliqué, Geneviève, ben, il faut que ça attire l'attention. Puis je pense qu'il y a des titreurs aussi. Des fois, c'est peut-être pas tout le temps ceux qui tiennent la plume du texte qui choisit le texte. Le titre, on m'a déjà dit ça comme argument. Mais moi, je trouve que ça frappe l'imaginaire plus souvent qu'on pense. Même moi, quand je lis le journal ou je vois, puis je regarde les titres, puis je me dis, mon Dieu, je trouve que ça diabolise des fois. Je trouve que ça personnalise sur des individus aussi. Tu sais, j'aime bien, moi, utiliser le phénomène. C'est un phénomène. Je trouve que quand on personnalise beaucoup aux itinérants, aux itinérantes, ça laisse sous-entendre une certaine responsabilité aussi de tout ce qui arrive, tu sais, de tous les impacts, en fait, d'un phénomène. Puis on nie pas les impacts, là. Au contraire, on les vit dans le day-to-day comme intervenant aussi, mais mon équipe vit ces impacts-là. Bon, okay, je vais laisser. Phénomène plus que problématique, personne itinérante plus que itinérant. C'est clair que c'est des personnes avant tout, mais moi, en fait, là où, on va le dire dans mes mots, en formation, puis dans mon discours, moi, je trouve que l'une des pires conséquences de la marginalisation autour de plusieurs phénomènes sociaux, là, on parle d'itinérance, on pourrait parler d'autres phénomènes, mais c'est la stigmatisation. Puis la stigmatisation, ben là, je ne veux pas vous faire un cours sur la stigmatisation, mais elle se décline quand même en quatre sphères. Puis avoir un discours de tenir tout le temps des discours sombres, c'est que les gens qu'on rencontre finissent par intérioriser ce qui est écrit. Ça a des impacts désastreux, à mon avis, sur la santé mentale des gens. Puis ça a des impacts à d'autres niveaux aussi sur l'accès aux services sans jugement, sur l'accès aux services tout court. Tu sais. Donc, moi, c'est un peu mon cheval de bataille, la stigmatisation. C'est comment on peut davantage humaniser un phénomène comme celui-là qui a autant d'impact tu sais, dans nos quartiers en ce moment. Boromir. Faire du pouce sur la stigmatisation, aussi tout l'impact sur l'estime de soi des personnes qu'on accompagne. Puis en parallèle, quand l'estime de soi est meilleure, ben, c'est beaucoup plus facile de tomber dans des démarches et de se sortir aussi de cette situation-là. Donc, la stigmatisation rend plus long aussi des processus de sortie de rue, etc. Et au Québec, on peut compter sur une politique nationale de lutte à l'itinérance. Donc, quand même un document fondateur sur lequel le milieu communautaire en itinérance a travaillé avec le gouvernement et pour lequel le milieu communautaire sent encore que ce document-là est très pertinent à l'heure actuelle. Le Québec a fait le choix d'avoir une définition d'itinérance qui était large, donc qui a deux facettes, la question d'instabilité résidentielle, oui, mais aussi de désaffiliation sociale, qui est quelque chose de très nuancé, de très large dans qui est-ce qu'on englobe dans ce phénomène. Donc, c'est un travail que le milieu communautaire a fait, des revendications qui ont été aussi portées historiquement. Puis quand on tombe dans la situation où est-ce qu'on a la réalité des journalistes qui essaient d'avoir un titre court, donc de rendre, d'utiliser des mots frappants, versus où est-ce qu'il y a un travail historique dans le milieu communautaire qui a été fait pour dire soyons nuancés quand on aborde la question de l'itinérance. C'est sûr que c'est confrontant. Quand on essaie de réduire cette réalité-là qui est très complexe, multifacette, avec des trajectoires diverses, là, quand on regarde les recherches qui ont été faites par le gouvernement, les différents portraits et tout, c'est une des réalités qui est mise de l'avant. L'itinérance, c'est compliqué. Il y a plusieurs facettes. Donc, c'est sûr que c'est difficile quand on voit qu'on essaie de réduire à un mot cette réalité-là. Là. Annie? Ben, on comprend que chaque article ne peut pas témoigner de toutes les dimensions de l'itinérance, qu'il y a une cible précise pour chacun des articles, puis que dans un article, par exemple, d'utiliser le mot itinérant pour nous sensibiliser tantôt à la longueur des titres,
dire une personne en situation d'itinérance, on vient de prendre beaucoup de caractères. Donc, quand il n'y a pas toute la charge derrière le mot, c'est pas le mot en soi qui dérange, c'est comment ça traduit l'angle global et, comme en témoignaient les données d'Ariane, le cumul, la disproportion d'articles qui tendent dans une certaine direction. Puis je pense que ce qui nous heurte, qui nourrit de la stigmatisation, c'est quand ça tend à objectiver les personnes. Les personnes deviennent des irritants. Avant, on parlait d'irritants objectifs. Ils sont comme dérangeants dans l'espace public. On part derrière que c'est un humain, que c'est un humain qui a une trajectoire, que d'autres gens auraient pu vivre les mêmes trajectoires. Donc, c'est l'aspect réducteur et c'est l'effet que ça a, oui, sur la stigmatisation, mais aussi sur le clivage dans la société entre un groupe de gens qui seraient indésirables et d'autres qui seraient vertueux. Et puis, on voit quand on nomme les belles choses, ben, c'est comme si les belles choses, ça appartenait à un des mondes, pas à l'autre. Tout à l'heure, tu as parti avec une petite anecdote, puis ça m'a fait penser à une anecdote qui n'était pas dans les médias, mais plus une histoire personnelle. On a perdu un objet, l'autre fois un portefeuille au centre-ville, on ne pensait jamais le retrouver. Quelqu'un nous a retrouvés par Facebook, et c'était une personne qui était en situation d'itinérance et qui se faisait un honneur de dire « J'ai fait toutes sortes de niaiseries dans ma vie, mais je suis honnête. » Et puis, il nous a remis intégralement le portefeuille avec tout, sans demander. Bien sûr, on a reconnu son geste, mais lui ne le demandait pas. Mais tu sais, ce n'est pas des choses qu'on verrait. Et non plus, on ne voudrait pas en faire, lui, l'exception, le héros des itinérants. C'est quand on trouve un beau, ben là, il devient un héros. Donc, il y a comme quelque chose, soit de théâtralisé ou de réduit. Et c'est le cumul de tout ça qui fait autant de poids après sur le phénomène, puis qui nous amène à sentir le besoin d'avoir une conversation à cause des impacts que ça peut avoir, d'accroître la stigmatisation, d'influencer des politiques, de nourrir l'irritation qui est déjà vécue par les citoyens, qui est légitime, mais il y a comme une roue qui tourne, tu sais, dans ça. Ben, je rebondirais peut-être sur l'aspect des causes, comment les gens en arrivent à être dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on sait réellement des causes? Puis à l'heure actuelle, euh, est-ce que ces causes-là sont amplifiées par le fait que l'État n'est même pas capable de répondre adéquatement lui-même aux problèmes en fournissant plus de ressources, plus de logements? Donc, on est un peu dans cette dualité-là aussi, mais qu'est-ce qu'on sait réellement? Puis qu'est-ce qui, à votre avis, est peut-être pas assez mentionné? C'est dangereux. Vous pouvez vous le passer, le micro, là? Marélie? L'itinérance, on dit, tu parlais de la définition Boromir un peu plus tôt, la définition de l'itinérance, c'est une combinaison de facteurs individuels, certes, mais de facteurs sociaux, de facteurs structuraux aussi. Parfois, souvent, les facteurs individuels, là, on parlait d'enjeux de dépendance, de santé mentale, de trajectoire de vie, tout ça, ben, ça s'inscrit dans des facteurs plus grands aussi. Tu l'as nommé, la crise du logement. En ce moment, on parle souvent tu parlais du projet de loi 103, mais la crise des surdoses, la qualité des drogues aussi dans la rue, l'accès qui est limité, qui est très difficile pour les personnes qui sont des affiliées sociales d'avoir accès à des soins de santé, que ce soit des soins de santé physique ou des soins de santé mentale. Donc, on parle souvent de l'approche globale, t'en parlais un peu plus tôt, c'est de prendre la personne dans l'ensemble de ce qu'elle est dans toutes les facettes de sa vie, puis d'intervenir sur chacune de ces facettes-là. Donc, il y a autant de raisons, il y a autant de réalités liées à l'itinérance qu'il y a de personnes qui la vivent. Chaque parcours est unique, puis chaque façon pour s'en sortir ou pour accompagner ces personnes-là sont uniques aussi. Puis c'est là, je trouve que le communautaire joue vraiment un rôle incontournable, c'est de pouvoir accompagner les personnes dans l'état où elles sont, dans le respect de leur rythme. Donc, c'est un enjeu qui est très complexe. On pourra en parler longtemps, puis je vais laisser mes collègues compléter là-dessus. Dans la couverture médiatique, quand on se retrouve à aborder un groupe de commerçants
qui a de la difficulté à voir le bout parce qu'ils ont l'impression que la clientèle vient de moins en moins, que la clientèle vient plus, ils ont peur de perdre leur gagne-pain, ils ont peur que le secteur devienne moins fréquenté. Comment tu fais pour, évidemment, faire ton reportage, mais essayer d'inclure ces éléments-là pour rappeler au public que, ben là, les gens qui sont là sont dans l'espace public, ils ont une trajectoire de vie. Tu sais, c'est complexe, là. Tu as 500, 600 mots. Est-ce qu'on a des pistes de réflexion peut-être à offrir là-dessus? Comment on fait pour à la fois faire part d'une réalité vécue par une partie de la population tout en ne stigmatisant pas l'autre partie ou l'autre groupe? Bonne question. J'ai pas, j'ai pas la réponse. Ça nous arrive des fois, tu sais, d'arriver avec des projets de lettres ouvertes, tout ça, puis on a de la misère, nous aussi, là, à résumer notre idée. Puis des Ouais. fois, c'est juste une facette du phénomène, puis on a de la misère à le résumer en 350 mots. Donc, mais je sais pas, j'ai le goût de passer là. Il ne faut pas sous-estimer non plus les politiques ou les politiciens. Là. Quand on entend la ville injecte 1 million, euh, le zéro itinérance, des phrases comme ça créent des attentes aussi. Créent des attentes dans la communauté. Puis moi, ça me fait tout le temps peur, ça, en me disant, est-ce que les gens vont s'attendre à ce qu'il n'y ait plus personne au carré l'épine? T'sais, parce que ça frappe ça aussi. Là, le 1 million qui est sorti de la ville, quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh mon Dieu, les commerçants vont avoir des grandes attentes, les résidents du quartier aussi. Puis nous, on sait très bien que 1 million, c'est une pièce. Non, Hum. je pense que ça. C'est même pas le prix d'une chambre de maison des aînés, ça, 1 million. Ça prend. Pierre l'a trouvé drôle. Je connais mes chiffres. Mais, ça prend un financement structurant, ça prend une prévisibilité. Là, on rentre dans les modes de financement. Je réponds peut-être pas tout à fait à la question, qu'est-ce qu'on dit aux commerçants, mais n'empêche que la manière dont nous sommes financés aujourd'hui nous permet pas d'avoir une continuité dans les services. Là, je parle du milieu communautaire, mais je pense dans le réseau aussi. Là, je veux dire, on vit actuellement une crise dans le réseau de la santé. Mais ce que j'allais dire, c'est que on a du financement en mode urgence aujourd'hui. Des Chantal Rouleau qui dit, ben moi, je mets 1 million. C'était plus qu'1 million. Mais en tout cas, bref. Mais c'est pour 1 an, c'est pour 2 ans, c'est fait à la va-vite, déposer un projet rapidement. Fait que nous, il faut se revirer sur un petit scène. Ça met en jeu l'autonomie des groupes par moment. On est vraiment à essayer à éteindre des feux, à essayer d'invisibiliser le phénomène aussi. C'est ça qu'on entend. Ça prendrait plus de lits, ça prendrait plus de lits. Fine, c'est vrai. Mais en même temps, il faudrait fermer le robinet aussi. Parce que, je veux dire, on peut bien offrir avec avec tout l'amour qu'on a pour ces gens-là, la possibilité d'entrer dans des logements, tout ça, mais c'est parce qu'il arrive d'autres personnes. On en sort 2, il y en arrive. Sachez qu'il y a des bons itinérants et des pas bons itinérants. Non, mais ça aussi, c'est véhiculé. Je prends l'exemple typique de la femme victime de violence qui doit quitter en urgence, mais qui n'a pas de logement, puis qu'il n'y a plus de place dans la maison pour femme victime de violence, puis qu'elle doit coucher dans sa voiture, puis que ça, c'est donc pas drôle. Mais pour d'autres qui délirent sur le coin, dans des états psychotiques, puis qui fait caca sur le perron, puis qui, tu sais, là, lui, il est hyper dérangeant, fait que c'est pas un bon itinérant. Fait qu'il y a aussi ce clivage-là entre les bons et les pas bons. Il y en a qui sont plus victimes, d'autres, c'est comme s'ils avaient couru après. Donc, il y a juste à se lever le matin comme tout le monde, puis aller travailler au dépanneur. Pas remis. J'ai envie de répondre, comment on fait pour créer du commun? Parce que on vit en communauté, on est ensemble, puis ce qu'on constate, c'est que c'est nos voisins qui vont pas bien. C'est pas une personne qui vit à des kilomètres de chez nous, non, elle est à côté de moi, elle va pas bien. Puis ça a un impact sur mon bien-être, le fait que mon voisin elle pas bien. Fait que je me dis,
est-ce qu'on est capable de construire des dialogues pour créer du commun? Donc, puis on l'a vu, quand on parle de cohabitation, recherche qu'Ariane a fait, ce qui a été démontré plus tôt, c'est que ben, on ne pose pas la question à l'autre population qui est à côté, qui, elle, peut-être pas le même micro de qu'est-ce qu'elle aimerait avoir pour aller mieux, puis qu'est-ce qu'elle aurait besoin, etc. Donc, je trouve que est-ce qu'on serait capable de garder en tête ben, la portion, l'autre côté de la médaille, pourquoi les gens sont là, qu'est-ce qui crée ça, puis ça nous ramène aux causes aussi. Qu'est-ce qu'on fait actuellement au Québec pour lutter contre la pauvreté? L'aide sociale est à 800$ en ce moment. Un loyer, tu sais, c'est combien un loyer par mois en ce moment au Québec? Notre gouvernement a reconnu très tard la crise du logement aussi en pleine pandémie. Donc, quand on prend un pas de recul, on peut aussi s'expliquer qu'il y ait de plus en plus de personnes qui sont en situation d'itinérance actuellement. Puis ça, je pense qu'il ne faut pas lâcher le morceau parce que de prendre ce pas de recul-là, parce que sinon, je trouve que nos politiciens peuvent rapidement s'en laver les mains en ce moment si on met la faute sur la personne qui est dans la rue ou le citoyen qu'on dit qui chiale trop. Ben, prenons un pas de recul puis questionnons-nous pourquoi ces personnes-là sont... Donc, d'essayer peut-être de faire plus d'efforts de couverture médiatique dans le sens de la politique publique plus que juste dans le sens de la réalité terrain qui semble aux yeux de plusieurs personnes devenir plus difficile. Tu sais, qu'est-ce que les politiques publiques ont échappé pendant longtemps? Puis je pense que le milieu médiatique le fait, mais est-ce qu'on le fait assez de faire ces liens-là, puis de consacrer des reportages à ça, puis l'imputabilité, la reddition de comptes des pouvoirs publics sur ces enjeux-là? L'imputabilité, oui, des pouvoirs publics, parce qu'il y a des plans d'action aussi, il y a des choses qui ne sont pas faites. Puis au Québec, en novembre dernier, il y a une déclaration commune pour renverser la tendance en itinérance qui a été mise sur pied par 450 experts là, au travers de la province. Ils se sont rassemblés pendant 3 jours pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour renverser la tendance en itinérance au Québec. Donc, moi, j'aurais envie de poser la question, est-ce que nos politiciens l'ont signé, cette déclaration commune-là, autant au niveau municipal, provincial, fédéral, parce que on a une vision commune qui a été développée actuellement. Donc, c'est quelque chose qui est très politique. Donc, ne perdons pas de vue ce... Annie? Effectivement, que cette couverture-là soit accrue, c'est important, mais on peut comprendre que tous les journalistes, c'est peut-être pas leur angle d'attaque. C'est pas leur beat journalistique nécessairement non plus. Donc, oui, c'est certes, il faut que ce soit davantage couvert, davantage pris en compte, mais même quand on s'intéresse à l'expérience des gens sur le terrain, les citoyens, les commerçants, etc., d'être déjà conscient du poids de prendre juste un angle de vue versus 2 angles. Des fois, tout ne s'insère pas dans le même article, mais par exemple, de faire un dossier, une série d'articles, être conscient quand on touche à un sujet, il y a des conséquences. Et là, j'évoquerais, puis Ariane l'amène dans son mémoire, elle réfère aux travaux de Michel Parazelli, qui aborde la question de comment on conçoit l'occupation de l'espace public par des personnes marginalisées. Si on les conçoit dans un paradigme éco-sanitaire, on les voit comme des nuisances qui empêchent à ce que le quartier soit propre, roule économiquement, que tout roule bien. Donc, c'est juste cet angle-là qu'on va aller chercher. Si on a une conception dite plus salutaire, où on imagine qu'il y a des bons, des mauvais, des victimes, des prédateurs, ben on voit les personnes comme des victimes qu'on va sauver, et s'ils ne prennent pas l'aide qu'on veut leur donner, ben ils ne prennent pas le soutien et à partir de là, ben c'est de leur faute, ils restent dans leur mauvais sort. Tandis que si on les voit d'une perspective plus démocratique comme des citoyens, des concitoyens, qui sont aussi, comme tu le nommais, dans la cohabitation. La cohabitation, ce n'est pas juste les personnes avec adresse, c'est aussi les personnes qui sont dans cet espace-là et la prise en compte de leurs besoins, de leur rôle dans les interactions, nous amène à les voir dans une autre perspective, puis aussi de s'identifier minimalement à leur vécu. Ça ne veut pas dire, puis on est tous sensibles à ceux qui vivent dans les quartiers où il y a des gros enjeux, où c'est pas simple au quotidien, fait que c'est pas non plus de culpabiliser les gens. Les gens sont tannés d'être sensibilisés, de dire je suis en masse sensible. Donc, c'est pas ça l'esprit, mais comment élargir la conversation puis faire remonter la pression populaire envers les politiques et les décisions et non envers la personne qui écope
d'une société qui fonctionne tout croche. Donc, de développer un brin plus de solidarité, c'est pas la job des journalistes en tant que tel, mais ça peut faire partie du soit mettre contenu. l'huile sur le feu d'un côté ou ouvrir des brèches réflexives un peu plus dans la façon d'aborder le sujet. C'est important ce que tu dis, parce que ça me rappelle que dans un des portraits que Vieux Bossé avait fait, on entendait une personne en situation d'itinérance dire, ben moi, ma maison, c'est la rue, puis c'est là que c'est là que je veux être. T'sais. Donc, il y a ça aussi comme réalité. Il y en a qui font le ménage, qui rendent des services, qui sourient aux gens. Il y a plein de façons d'occuper. Puis juste une dernière truc, mais ça ressort dans le fameux reportage d'Olivier, hein, qui est le focus du moment, mais aussi dans nos travaux de recherche. Une des plus grandes souffrances des gens, au-delà de ne pas avoir des réponses à leurs besoins de base, c'est d'être perçus comme des déchets de la société. Et puis, tu sais, la pyramide de Maslow n'est pas linéaire, là. C'est pas juste, il faut que tu manges avant d'avoir un besoin de statut social. Parfois, quand tu sens que tu ne vaux plus rien pour personne, ben, tu n'as pas le goût de manger non plus. Là. Fait que, c'est assez... Annie, tu parlais de la perspective socio-sanitaire là, qui nous amène à voir ces gens-là comme des nuisances. Ariane, dans ta présentation, tu nous as très bien parlé justement de la direction de la violence, là, comment il y a une espèce d'inversement de tendance. En même temps, je regarde la couverture médiatique récente autour du projet de loi 103. On rapportait, par exemple, qu'au service de police de la ville de Montréal, les méfaits avaient augmenté de 800% autour de la maison Benoît Labre dans les derniers temps, tu sais. Là, il y a les statistiques qui sortent, elles sont grosses, puis là, on met toutes dans le même panier, centre de supervision, centre d'injection supervisé, itinérance, tu sais, c'est comme les histoires finissent par toutes s'imbriquer les unes dans les autres. On parle de méfaits, mais c'est quoi un méfait? On ne nous l'explique pas non plus dans cette statistique-là. C'est quoi? Les méfaits, on les subdivise comment, dans quelle catégorie, puis quelle part du 800% est attribuable à j'ai fait pipi sur le gazon, puis tu sais, fait que ça, ce manque de nuances-là, peut-être sur le type de violence ou le type de méfait, à quel point c'est problématique. Puis dans tes articles, ceux que tu as observés, est-ce que tu voyais ces nuances-là ou tu les voyais pas? Ah oui, parfois non, c'est difficile d'avoir un constat quand même uniforme par rapport à ça. Ce que je remarque par contre, c'est que euh, les méfaits ou les incidents négatifs, là, que je les appelle dans mon mémoire, sont en augmentation, puis sont de plus en plus nommés en énumération. Donc, ça, je le voyais vraiment, vraiment moins au début de mon analyse, mais plus le temps passe, plus on met tous les méfaits l'un à la suite de l'autre, puis peut-être qu'on perd cette notion-là de la distinction entre un acte de violence grave, un méfait qui est juste causé par le fait d'habiter l'espace public, puis de vivre, puis pas avoir de toit, là, c'est comme un petit pipi versus une attaque plus intense. Puis c'est vrai qu'il y a peut-être des amalgames qui sont créés par la figure de style de l'énumération que je vois très souvent. Geneviève, on dirait que ça te brûle les lèvres. Ben, ça me brûle parce que l'expérience du local à Québec, vous en avez, j'imagine, entendu un petit peu parler. Ben, peut-être pour les gens en ligne qui ne sont pas à Québec, juste rappeler c'est quoi le écoutez, local. Le milieu communautaire a initié en pleine pandémie là, en 2020 avec l'appel du CIUS là, pour ouvrir rapidement un lieu pour les personnes en situation d'itinérance. Donc, il manquait d'espace, en fait. Un lieu où se déposer, un lieu à haut seuil d'acceptation. Donc, j'ai vécu cette expérience-là pendant 2 ans à peu près, mais je dirais que la majorité, puis c'est pas scientifique, mais mes observations, c'est que la majorité des méfaits, c'est de l'expression. C'est une expression d'une émotion aussi. OK, donc quelqu'un qui dans le sens que tu rassembles des gens, une centaine de personnes dans un milieu clos où les fenêtres sont barricadées, où il y a peu ou pas d'intimité, où il y a toutes sortes d'odeurs, où les gens sont stressés parce qu'ils vivent la répression à l'extérieur, où on vient de jeter tous leurs effets personnels, leur sleeping, tout. Des fois, tout ce qu'ils ont, ça tient dans un petit pack-sac. Et pour la 4e fois, ils n'ont plus de carte d'assurance maladie, ils n'ont plus d'identité, plus. Fait que le stress quotidien de la survie, puis ça, probablement, Olivier, ont dû partager certains témoignages à ce niveau-là. D'heure en heure, il faut que je trouve des solutions à ma survie, à combler mes besoins de base. Mais puis il y a tout l'aspect de la consommation où
on permettait, ça, ça pourra paraître dans le journal demain, j'ai plus de secret pour ça, non, mais on permettait des fois aux gens à consommer à l'intérieur du local pour éviter justement des organisations ou la manifestation, mettons, du buzz à l'extérieur du milieu. Puis bon, là, on avait des contraintes par rapport à ça aussi, mais là, on arrive aux services de consommation supervisée. On peut parler aussi des services où, là, je me souviens jamais du terme, mais c'est pas de consommation supervisée, mais les gens peuvent venir vivre leur buzz dans l'Ouest canadien aussi, je me souviens pas. Je suis désolée. Le service de buzz supervisé. Ouais, une affaire de même, mais on servait à ça aussi. Puis les tags sur l'église qu'on a vécu, mais c'est parce qu'il y avait une colère, parce que le local était bon, le conseil de fabrique ne souhaitait pas renouveler le bail, fait qu'il y avait encore une exclusion, une possibilité de bris d'un service où les gens pouvaient tout simplement être ce qu'ils sont, tu sais, être reconnus, avoir une valeur, tout ça. Fait que les tags, c'est pour ça que je vous dis que je dis pas qu'il n'y avait pas de violence puis tout ça, là, mais il y a quand même une expression de cette colère-là, de l'isolement social, du rejet, de la stigmatisation. J'ai intériorisé que j'étais un déchet, une merde. Les gens ne me regardent pas. Je suis balayée par la police. On arrive avec nos grosses hauses. Je veux dire, c'est méprisant, à la limite. Là. Donc, bon, voilà, ça me fait du bien. C'est correct. Et Marie-Lie? j'ajouterais juste que souvent, on associe ces méfaits-là à la présence d'organismes communautaires qui viennent en aide, qui soutiennent ces personnes-là. Puis l'enjeu, c'est pas l'existence de ces ressources-là. Au contraire, c'est qu'il n'y en a pas suffisamment. Donc, c'est sûr que ça crée une concentration quand il y a un grand nombre de besoins, mais que les ressources sont pas suffisantes pour répondre. Donc, les gens se dirigent vers ces ressources-là parce que c'est des lieux d'ancrage, c'est des lieux de sécurité qu'ils fréquentent, que les personnes fréquentent ces lieux-là à l'intérieur ou juste des fois d'être en périphérie de ces ressources-là, ben, ça crée un sentiment de sécurité, leurs mondes sont là, mais ce qu'on n'aborde pas, c'est qu'il manque de ressources, c'est que les ressources, c'est pas le problème, au contraire, c'est qu'il n'y en a pas suffisamment. Mais souvent, Fait on que tu dois l'entend. capoter quand tu entends du monde dire que ça ne prendrait pas de centre d'injection Ou supervisé pas ou de consommation DCS, supervisée. l'Aubrivière, c'est de la faute à l'Aubrivière, c'est autant de personnes en situation d'itinérance. Les gens viennent de partout au Québec, à Québec, parce que les ressources sont trop confortables. Fait que c'est très complexe, mais c'est ça. C'est qu'il y a pas, on parlait de prévention, il n'y a pas assez de prévention, on ferme pas le robinet, puis les ressources pour accompagner ces personnes-là, ben, sont insuffisantes. Donc, c'est sûr que ça génère des tensions dans l'espace public. Annie? Marie était vraiment là où je voulais aller également, mais ben non, tu n'as pas à t'excuser, au contraire, mais ça, je trouve que c'est vraiment important. Puis des fois, c'est soit ça a l'effet de condamner les ressources, puis de percevoir, alimenter l'idée que c'est parce qu'elles sont présentes qu'il y a le phénomène d'itinérance, puis là, tu l'as bien décrit, ou à l'inverse, mettre énormément de pression sur les organismes comme étant ceux qui vont résoudre l'itinérance, puis de ramasser vos itinérants. Là, donc, des fois, ça crée des attentes, puis une pression sur les organismes qui est vraiment très grande. Puis, sous un tout autre angle, tu parlais de l'expression de cette colère-là ou de la souffrance vécue, ou, autant sur le plan social, symbolique, la relation avec la société, ça crée des comportements de tension, etc., mais aussi sur les besoins de base. Parfois, les citoyens, je peux très bien comprendre que quand ça sent l'urine ou qu'il y a des excréments sur le trottoir où on a marché, c'est pas agréable, mais parfois, ça va être perçu comme si c'était dirigé contre les personnes. Mais n'importe qui n'a pas de lieu pour faire ses besoins, il est mal pris. Donc, c'est comme si le comportement de ces personnes-là était dirigé contre les personnes, alors que il n'y a pas d'espace où autant par les besoins de base que des besoins relationnels plus importants. Puis, ben, là, on parle d'amalgame, stigmatisation, consommation, puis dérangement. Puis, avec les résultats de recherche d'Ariane, là, la statistique, le graphique qu'on montrait, l'amalgame, consommation, itinérance en explosion 2022-2023.
je me suis questionné sur c'est quoi l'impact peut-être de cet amalgame-là dans la couverture médiatique sur le projet de loi 103 qu'on vient tenter là, qu'on a présenté à l'Assemblée nationale la semaine dernière, dans lequel ben, le réseau Solidarité Itinérance du Québec, pour lequel je travaille, la première chose qu'on a fait, c'est défaire cet amalgame-là, consommation et itinérance. Donc, est-ce que je me suis questionné tantôt sur c'était quoi l'impact peut-être de la couverture médiatique là, qu'on a pu voir dans les dernières années sur ce projet de loi-là. Et puis, j'ai pensé à ça tantôt, là, puis je veux pas tomber non plus de mettre en valeur peut-être certaines personnes versus d'autres, mais je me suis rappelé une personne que quand je travaillais à l'engrenage à l'époque à Québec, que je rencontrais, qui lui, ce qu'il faisait au quotidien, c'est qu'il mangeait des tomates qu'il achetait à l'épicerie. Puis les tomates qu'il trouvait bonnes, il s'amusait à prélever les graines de ces tomates-là. Puis il cachait là, ses semis à quelque part en ville parce que le monsieur vivait dans la rue. Et à chaque printemps, il s'amusait à planter ses tomates, les bonnes graines, là, des tomates qu'il avait trouvées savoureuses un peu partout au centre-ville. Puis il savait il était où ses plants, puis il faisait arroser. Puis quand il ne pouvait pas être là, il demandait aux gens d'arroser mes plants. Puis en tout cas, ça m'a fait penser à. Ben, il approche 18 heures, fait que j'ai envie de laisser la parole aux gens qui sont à l'écoute depuis tout à l'heure pour que vous puissiez dialoguer ensemble. Je ne sais pas, Annie, si on a des questions en ligne qu'on peut déjà prévoir. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions pour les personnes panélistes? Peut-être juste vous présenter puis poser votre question, s'il vous plaît. Dieu Maheu, je vais aller vous rejoindre avec un micro pour que les gens en ligne puissent vous entendre. Je pense à mon affaire. Écoute, Pierre Maheu, je demeure en Basse-Ville depuis 1977. Plus précisément, c'est la rue Saint-François-Est depuis 2005, à 2 minutes et 30 de marche du local. Fait que, moi, je fais un parallèle entre deux situations qu'on a vécues en Basse-Ville. La guerre des motards, puis la situation actuelle. Quelles sont les ressources que nos gouvernements, excusez-moi, parce qu'il y avait le fédéral, il y avait Ottawa, puis il y avait Québec à l'époque, ont investi pour lutter contre la guerre des motards, où il y a eu jusqu'à 30 à 40 morts par an à un moment donné, un attentat sur de la Couronne qui avait créé un trou de 5 mètres dans la rue de la Couronne, puis un autre cuisinier qui s'était fait descendre là où il y avait l'ancien syndicat, là où il y avait une boutique de sport qui est fermée, et le cuisinier s'était fait tirer de 3 balles, une dans la tête, 2 dans le cœur, sans doute pour être sûr qu'il soit mort, etc., etc. T'sais? Fait que on a investi beaucoup de ressources, on a nolisé des forces policières, on leur a donné un paquet de matériel. Je me souviens, le local de Carcajou était là où est le bureau des grands événements de la ville de Québec, à côté du poste de pompier. À l'époque, je demeurais à 4 minutes de marche avec des chars de flics, avec tous les étiquettes possibles et impossibles. C'était avant les fusions municipales. J'en ai vu beaucoup, disons. On a investi beaucoup, beaucoup de ressources pour régler un problème problématique. Le problème de l'itinérance qu'on vit, du sans-logement, des sans-abri, des personnes qui sont désespérées de rien se trouver, il dure depuis des années. Il a commencé en 2017, quand ça a commencé à déborder des refuges. Des refuges chez le Canari dans la mine. Le graphique, puis depuis 2020, on ouvre un drop-in. 2020, ça fait 5 ans. Et la situation continue d'empirer. Pourquoi les gouvernements, quand il y a un problème de sécurité publique, sont capables d'investir une petite fortune, et quand il y a un problème social, sont comme un aveugle sans canne. Est-ce que vous avez des fois ces conversations-là avec les pouvoirs publics? Je sais pas. Je vais aller chercher le micro. Geneviève, si tu veux répondre, peut-être. Avec Merci, tout le Pierre. respect que j'ai pour la sécurité publique, parce que quand même, le ministère de la Sécurité publique Québec provincial, Pierre, quand même, nous finance, reconnaît la pratique du travail de rue, on a des bonnes collaborations. Il nous finance plus que le ministère de la Santé, soit dit en passant. Mais quand même, je tenais quand même à le dire, mais effectivement, quand il y a des cas le milieu criminalisé,
le gouvernement injecte des sommes, puis même en exploitation sexuelle, on l'a vécu aussi, là. La police a toujours 4-5 millions de plus que le milieu communautaire. Mais ça, il y a des logiques en arrière de ça. La logique de la répression, on a parlé un petit peu tantôt, là, mais elle est mise au devant aussi. On se fait répondre souvent, il y a une plainte citoyenne, nous, on n'a pas le choix d'agir. Mais si tu es vraiment au service de police, je ne veux pas me faire l'avocate du diable, mais en connaissant quelques policiers et policières qui ont à négocier avec le phénomène de l'itinérance, je veux dire, eux autres aussi, ils atteignent des limites. Autant que nous autres, on atteint des limites aussi. Mais là, je dévie un peu de la... Correct. On a le temps Non, de là, dévier. mais bon, oui. Pierre, je vais juste reprendre la parole parce que les gens en ligne vous entendent pas actuellement. Fait que je comprends que c'est ça, problème de sécurité publique versus problème social. On n'a comme pas le même traitement de la part des autorités. On a une autre question de la salle. Ben, je- Ben, ok, je vais essayer de formuler ça le plus simple possible, là. Dans ma tête, c'est pas l'arrivée n'est pas encore prévue. Mon point de départ, il est là, là. En gros, moi, quelque chose que j'observe, puis je partage beaucoup ce que tu dis, Annie, par rapport au statut citoyen des personnes en situation d'itinérance. C'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup dans le discours public. Puis quelque chose que j'observe par rapport à ça, c'est que la citoyenneté, oui, ces personnes-là l'ont, mais l'accès à exercer cette citoyenneté-là, beaucoup moins quand même, faut pas se le cacher. La vie démocratique et la vie citoyenne n'est pas la même pour tout le monde, et ça, il y a des personnes qui sont plus privilégiées pour l'exercer quand même. Je le côtoie quand même au quotidien aussi. Puis je trouve que moi, je vois un beau potentiel dans les médias à cet égard-là, un accès au discours public qui peut se faire de manière presque immédiate là, par rapport à ça. Puis quand je regardais ton étude, puis je voyais le manque de représentation de la parole des personnes premièrement concernées, je me disais, est-ce qu'il y aurait une collaboration à penser entre le milieu communautaire et le milieu médiatique à cet effet-là? Est-ce que vous voyez que c'est réaliste, souhaitable? Euh, j'ai pas d'autres. Mon champ lexical est fini. C'est réaliste et souhaitable. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez pour redonner un peu, politiser un peu la parole des personnes qui vivent ces enjeux-là au quotidien, tu sais, puis qui n'ont peut-être pas nécessairement accès à un bureau de vote parce qu'elles n'ont pas d'adresse de résidence fixe ou des affaires comme ça. Fait que, je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais Moi, je peux-tu me lancer? C'est bon? Il y a plusieurs volets dans la chose, là. Le premier volet, déjà dans notre vocabulaire, dans les journaux, pas parler, mettons, les personnes itinérantes versus les citoyens. Déjà, juste là, sont aussi des citoyens. Donc, si on parle citoyens versus personnes itinérantes, d'office, on les nomme comme étant des non-citoyens. Mais ça, c'est un détail. Mais dans ce que tu nommes, l'enjeu, justement, d'accessibilité à l'exercice, entre autres, du droit de vote, il y a des choses qui ont été faites au Canada anglais aussi là-dessus, qui seraient vraiment à développer, puis je pense qu'il serait temps là, qu'on le fasse davantage, mais aussi d'aborder les personnes en situation d'itinérance quand on va chercher déjà prendre plus leur parole au-delà que de l'anecdotique, ce serait déjà bien, mais aussi aller savoir non seulement leurs histoires à eux, mais leur analyse, leur expertise. Ils ont une connaissance d'enjeux sociétaux, de réalités urbaines, de manque de services. Donc, et les gens sont souvent heureux qu'on leur demande aussi leur point de vue, leur connaissance, donc leur savoir expérientiel, pas juste leur témoignage individuel, leur souffrance individuelle. Et ça, c'est une façon de les considérer comme des citoyens qui ont un point de vue, qui n'ont pas sans sous-estimer l'importance de leur histoire de vie. Leur histoire de vie, c'est aussi leurs idées, leur point de vue. Donc oui, je pense que de faire de la place et de mobiliser des relations entre le milieu journalistique et le milieu communautaire pour créer un peu porte-voix à cette expertise-là des personnes, je pense que c'est extrêmement pertinent. Boromé. Et là, on voit que on a dit souvent que la voix des personnes n'était pas souvent concernée, décrite là, dans les articles, mais d'un autre côté, ça arrive souvent, peut-être une fois, 2 fois par mois, que j'ai des contacts de journalistes qui me demandent, pouvez-vous nous mettre
en lien avec des personnes en situation d'itinérance, on se fait demander ça. Puis ça nous met quand même dans une posture qui est assez difficile aussi de notre point de vue communautaire. Moi, d'une part, je travaille dans un regroupement national, donc évidemment, je suis en lien avec des organismes communautaires qui, elles, sont en lien avec des personnes en situation d'itinérance. Puis ce lien-là qui a été développé entre les organismes et les personnes, c'est un lien qui s'est fait des fois sur des années pour être capable de créer ce lien de confiance-là envers les personnes. Donc, ça devient quand même assez difficile de dire, est-ce que je peux vous offrir ce lien-là? C'est quoi l'espace de sécurité qu'on va offrir à la personne qui est à la rue, avec qui j'ai développé un lien sur plusieurs années, puis c'est ça qui me permet d'être en contact avec elle et la supporter. Donc, c'est très difficile de transmettre ce lien-là aux journalistes. Puis souvent, on va dire non, en fait, à cette question-là. Non, on ne peut pas vous mettre en lien pour diverses raisons. Donc, puis je l'entends aussi de l'autre côté qu'on veut avoir cette parole-là. Puis il y a aussi le fait que souvent, les articles, ben, on veut parler d'une situation urgente ce soir, maintenant. Donc, ça crée encore plus de difficultés pour établir cette... ça peut être possible, mais ça prend du temps, ça prend de la confiance. On n'est pas toujours sur le même fuseau horaire, médias, milieu communautaire, milieu de la recherche. Puis ça, c'est un enjeu peut-être. Ben, Geneviève, si tu veux faire ton intervention, puis je rebondirai. On veut qu'on veut pas. T'sais, on veut donner la parole aux gens, mais excuse-moi de te nommer Olivier, parce qu'Olivier m'avait interpellé, puis non, mais on s'est parlé, puis à un moment donné, j'étais supposée te rappeler, puis là, j'étais dans le jus, puis ça n'a rien à voir avec ce que je voulais pas. T'sais. Sauf que, ouais, mais ta question était, moi, ça me fait réfléchir parce que je me disais, bon, OK, on veut donner la parole à ces personnes-là. Il y a quelqu'un qui prend la, tu sais, qui a la délicatesse de me solliciter, puis, tu sais, je la sentais, ta délicatesse. Puis, je me disais, ben, j'avais le goût, tu sais, j'avais le goût de t'aider. Puis je me disais, mais comment? Puis, tu sais, oui, le transfert de confiance. En même temps, moi, je suis plus à la rue non plus. Fait que je suis moins en contact avec ces gens-là. Mais finalement, sais-tu ce que je t'aurais dit? Parce que là, tu me dis que tu avais du temps, quand même. Tu sais, c'était pas pour le lendemain. C'est pas souvent le cas, mais tu sais, c'est un dossier, tu avais le temps. Fait que je t'aurais répondu, va t'asseoir. Va à la place de l'université, va t'asseoir, prends du temps à tous les jours, arrive avec un café, puis va vers, va vers eux autres. Ils ne sauteront pas dessus. Tu sais, je veux dire, dans le sens que, mais toute cette délicatesse-là, je trouvais ça cute. Mais en même temps, tu sais, généralement, puis, non, mais. Il est assez cute? Mais les gens, ils étaient contents, on le voit dans ton dossier. Non, mais ça nous a mis Olivier vient de dire qu'il a parlé à plusieurs organismes, puis qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui disait, yeah, je suis super emballé. Je vais. Excusez. Je les appelle Marie-Noël, tu sais, sont dans le temps. Je me dis peut-être l'engrenage. Tu sais, j'essayais de trouver des solutions parce que je trouvais ça important. L'intérêt que tu portais, puis l'angle dans lequel tu souhaitais aussi. Tu sais, je me disais, il ne faut pas passer à côté de cette opportunité-là. On dirait que j'anime les retrouvailles de Claire Lamarche. Tu sais, c'est. Ça s'adresse au Colombo, là. Tu l'as nommé, le temps, là. Ça a tout changé. Puis, là, tu sais, depuis 2, 3 semaines, Jocelyn et moi, parce qu'il faut souligner l'excellent, fantastique travail de Jocelyn Belle photo. à la photo. Là, on se fait dire, ah, c'est beau, vous êtes bon, vous êtes bon. Ça aurait pu plus mal tourner que ça, là. Tu sais, c'est quand même risqué, là. Il y a une personne à qui j'ai parlé qui a dit, j'ai parlé à mes frères, puis tout ça. Il aurait pu dire, j'ai parlé à mes frères, puis ils m'ont dit, on ne te parle plus jamais. Ou, tu sais, le résultat était loin d'être garanti. La bonne intention était là, mais. Fait que tu comprends pour un intervenant communautaire qui arrive dans le milieu, le temps que ça prend, l'apprivoisement, la prise de contact, bâtir une relation de confiance, c'est long. Est-ce que c'est le conseil que vous donneriez à un jour? Sème des graines, là, comme le gars qui sème.
T'aimes des graines dès maintenant pour que le jour où tu vas avoir besoin de parler à du monde pour un reportage, ils vont être prêts à t'accueillir parce qu'ils vont te connaître, comme investi du temps là-dedans, comme on le fait d'ailleurs pour d'autres milieux, soit dit en passant. On cultive nos contacts. Tu l'as nommé, je pense que de créer des liens de confiance pour qu'après, les intervenants se sentent en confiance et ne craignent pas que le lien soit trahi et que ça impacte pour eux. Donc, avec les organisations, mais aussi dans la rue avec les personnes, créer des conditions aussi. Donc, c'est pas juste créer des conditions, en prendre le temps, pas tout de suite être dans le résultat productif, mais je pense que tu dis l'essentiel. Je pense qu'on a une question en ligne. Je ne sais pas si on va pouvoir l'entendre au micro. On va essayer. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on peut essayer d'entendre? One, two, one, two. Oh, attends, c'est parce que le volume de la salle n'est pas assez élevé. Je pense qu'on va être obligé de la prendre. Annie, ça marchera pas. Annie, je vais te laisser la lire au micro, s'il te plaît. Euh, OK. Je peux Ça tombe Alex, bien. je peux combler le silence. On a des questions dans la salle, Geneviève, mais si tu. Je donnerais le Gaudreau. Valérie Gaudreau, donc je suis chroniqueuse politique au Soleil et surtout rédactrice en chef bénévole, co-secrétaire de rédaction de la quête auprès des journalistes bénévoles qui collaborent depuis 2011. Je le fais. Et moi, je trouve ça intéressant, puis j'avais envie d'être dans le positif, peut-être parce qu'on a tellement de beaux mots pour mon beau collègue Olivier que je reste dans le mood. Et j'avais envie de vous demander, j'allais dire nos bons coups, c'est pas ça que je veux dire, là. Mais on parlait des mots tantôt. Puis je trouve qu'on a quand même collectivement, comme communauté journalistique, ça fait 22 ans que je suis journaliste professionnel, et je suis assez étonné de l'évolution, malgré tout, du vocabulaire. Tu sais. Je me suis rappelé quand quelqu'un parlait là, de centres de centre de consommation supervisée. Je veux dire, moi, j'ai commencé à écrire sur le dossier. On parlait d'Insight à Vancouver. J'étais au Soleil en 2010. Puis je parlais de piquerie. Piquerie supervisée. Après ça, centre d'injection supervisé. Là, on est dans la consommation. LGBTQ+, par exemple, c'était réservé au langage militant. C'est rentré dans les médias généralistes en dedans de 2, 3 ans. C'est assez extraordinaire. On disait quasiment des clochards, là, des sans-abri itinérants. Là, on voit qu'on va de plus en plus vers personnes en situation d'itinérance. Alors, je voulais juste, encore une fois, dans une volonté de faire le pont, d'un langage qui vous paraît, peut-être qui nous paraît comme médias généralistes militants, pensez aussi que on parle au plus grand nombre, puis parfois, on apprend. Puis, encore une fois, dernier exemple, un congrès de la FPJQ il y a une dizaine d'années, où une femme nous avait dit, là, sacrez-nous patience avec les crimes passionnels, c'est des féminicides, et regardez comment le mot, peut-être qu'Ariane a une idée de recherche, combien le mot féminicide a fait son entrée dans les médias généralistes. Alors, je voulais juste dire de jamais hésiter à nous reprendre, parce qu'on les reprend, ces mots-là. Parce que c'est des connaissances de votre milieu, puis des façons de parler, des fois, qui sont plus, disons, réservées à certains milieux, au milieu de la recherche, puis éventuellement, ça fait son petit bonhomme de chemin, mais ça peut prendre un certain temps. Boromir, Geneviève et Boromir, si vous voulez intervenir. L'évolution, puis les mots employés, mais aussi les timings pour parler de la question d'itinérance. Nous autres, notre regroupement, on est national, puis on se rend compte que c'est extrêmement difficile de percer médiatiquement pendant les élections. Puis c'est dommage, parce que c'est là que ça se joue, c'est là qu'on pourrait forcer les politiciens à discuter de certaines choses, à s'engager sur certaines choses, parce que en temps général, dans l'année en dehors de l'élection, on réussit quand même bien à interpeller nos collègues journalistes et tout, mais c'est comme si pendant les élections, là, la fenêtre se bouchait. Puis là, on parle d'itinérance, mais je veux pas prêcher pour notre paroisse itinérance, plus sur les dossiers sociaux en général, parce qu'au final, l'itinérance, ça découle de la pauvreté. 5 minutes, mais tu peux commencer à manger si tu veux. Donc, en période électorale, quel espace qu'on se donne aussi pour parler de ces dossiers-là qui ont un impact à longueur d'année. Et un autre exemple, pour le projet de loi 103, on sort de commission parlementaire, ça a été très difficile aussi pour nous de percer la sphère médiatique. Je pense qu'on a eu 2 articles ou 3 là, par rapport au communiqué de presse qu'on a fait. Donc,
y a des timings sociaux comme ça qui pourraient être intéressants qu'on travaille davantage ensemble. Moi, j'ai envie de te dire un truc du haut de mon expérience parlementaire et de mon expérience des coulisses de la politique. Si tu veux faire avancer des dossiers, il faut que tu t'y prennes 1 an avant les élections. Parce qu'au moment du déclenchement de la campagne électorale, les promesses sont faites, les plateformes sont faites, il n'y a plus rien qui va bouger. C'est quelque chose que c'est quelque chose que tu prépares. Tu prépares ton terrain longtemps d'avance. Il y a des groupes. Il y a des groupes sociaux qui assurément sont probablement moins payants pour toutes sortes de raisons sur le plan électoral que les familles, les aînés. Je pense que vous voyez le portrait, mais ouais, c'est vrai qu'on a peu parlé de ces enjeux-là dans les dernières campagnes. Voulais-tu ajouter quelque chose? Je vais rebondir sur reprenez-nous. Comment qu'on vous reprend? Avant de passer à la prochaine question, c'est quoi vos réticences à contacter des journalistes pour leur dire hey, j'ai lu ton article le matin, il y a quelque chose qui me titille. Pourquoi vous le faites pas? Ou le faites-vous? Ben, ça fait partie du royaume du journalisme, là. Qu'est-ce qui vous retient quand vous le faites pas? Ça dépend de la relation que j'ai avec le ou la journaliste. Puis moi, en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour le métier de journaliste, soit dit en passant. Là, je viens d'une famille de journalistes. Je connais un peu les enjeux aussi du métier, mais je suis une ancienne travailleuse de rue, fait que c'est clair que je vais travailler comme à bâtir des relations avec les journalistes. On finit par vous connaître. On finit aussi par connaître votre style, votre savoir-être, votre savoir d'entrer en relation avec nous autres aussi. Fait que moi, il y en a qui sont plus on va le dire comme ça. Fait que moi, je les trie. Je suis bien honnête, gang. J'ai mes prefs. Fait que mais en même temps, c'est des relations qui se sont bâties avec les années. Puis je te dis pas que les plus insistants, je leur accorde jamais d'entrevue. Non, je leur en accorde des fois, mais ça dépend. Tu sais, je vais vraiment choisir, je vais vraiment demander les objectifs, puis tout ça. Mais j'ai déjà repris, tu sais, des fois, on reste avec nos mauvaises expériences. On dirait que l'humain, on est de même. Là. Tu sais, ça m'est pas arrivé souvent des mauvaises expériences. J'ai bien plus de belles expériences médiatiques que l'inverse, mais on retient les pas bonnes. Fait que, mais je me suis fait répondre aussi. J'ai repris un journaliste, puis on m'a dit, ben écoute, il n'y a pas d'ouverture. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Boromir, toi, tu disais que tu te permets de le faire? Il y avait une fois des articles qui étaient sortis avec lesquels on avait collaboré. On n'était pas à l'aise de comment ça s'était sorti. Puis je me souviens avoir contacté quelqu'un que je connais qui est dans le domaine journalistique pour voir hey, comment je peux revenir avec cette personne-là pour vraiment dans une logique de comment qu'on peut avoir cette discussion-là pas facile, mais pour travailler encore ensemble. Puis ben, j'ai essayé, mais finalement, j'ai pas été réinterpellé par cette personne-là. Mais je trouve qu'il faut qu'on se donne de part et d'autre, hein, que les journalistes puissent nous revenir, puis que nous, on puisse revenir, parce que ces discussions difficiles-là nous amènent après à aller plus loin là, pour les prochaines fois et tout, parce que les finances, on va en reparler veut pas. Donc, en tout cas, j'aimerais ça qu'on se donne cet espace-là, cette sensibilité-là, puis toujours en prenant soin de l'autre, parce que je pense que de part et d'autre, on a nos contraintes, puis on essaie vraiment de faire notre mieux, parce qu'au final, on peut avoir un impact positif sur un phénomène, je pense, qui vient nous chercher, tu sais, toute la misère humaine qui peut en découler. Fait que je pense que c'est une discussion difficile qu'il faut qu'on ait, mais donnons-nous l'opportunité de le faire. Puis je suis disponible aussi pour ma part là, sur notre site web itinérance.ca, dans nous contacter, il y a mon cellulaire, là, donc c'est très possible d'avoir ces discussions-là, puis je pense qu'elles sont importantes. Annie, vous voulez ajouter quelque chose? En un mot, mais moi, j'ai plus souvent été portée à remercier dans l'après-coup les journalistes que j'ai appréciés, mettre en valeur le travail que j'avais trouvé, soit parce que c'était dans de la profondeur, soit parce que c'était sensible, dans de la nuance. Fait que c'est plus ça que j'ai été portée à faire. Quand
y a de quoi qui m'accroche un peu, là, si je lâche un morceau, parce que, regarde, c'est pas la fin du monde. Et dans une anecdote, je l'ai dit un peu en clin d'œil, puis il y a toutes sortes de chroniqueurs, mais il y a certains chroniqueurs qui sont idéologiquement très positionnés, puis je me suis cassé les dents, puis je me suis dit, je le referai plus. C'était agressif. Fait que là, j'ai dit non, là, ça, il y a un combat que je lâche le morceau. Puis, mais des fois, je veux dire, là, on parle du traitement général, mais il y a des traitements qui sont graves. Je n'irai pas plus. On va aller peut-être à la question en ligne. Annie. En fait, c'est une question-commentaire. C'est de la part de Camille Bélanger-Vincent qui dit Je suis une ancienne journaliste, aujourd'hui attachée politique. Également, j'ai travaillé dans le communautaire. J'aurais beaucoup de choses à dire. Désolée de ne pouvoir être parmi vous. Contenu très pertinent qui est souvent de la musique à mes oreilles. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que c'est vrai que la réalité des médias est très complexe. On a besoin d'histoires simples, de chiffres. Tout doit se faire rapidement. Mais la nuance et le contexte, ça prend du temps. Et j'aurais envie de dire aux journalistes d'exiger du temps. Individuellement, c'est dur, mais l'exemple d'Olivier est un bon exemple. Il faut exiger du temps à vos organisations. Aussi, j'ai envie de dire aux journalistes qu'ils ont une responsabilité. J'aimerais dire à la Camille journaliste de ne pas se cacher derrière les exigences journalistiques du milieu, de plutôt me poser la question à chaque reportage, est-ce que je nuis? Est-ce que je contribue à véhiculer des préjugés ou est-ce que la nécessité de rapidité a pris le dessus? Si c'est le cas, il faut retravailler. C'est trop important, c'est trop facile de se cacher derrière la réalité journalistique. Je dis tout ça en tout respect et en tout amour pour mes anciens collègues. J'en profite pour dire aussi qu'il y a 2 semaines, j'ai assisté à une conférence aussi, un atelier de la FPJQ. C'est un sujet aussi qui est venu, la responsabilité journalistique, puis il était question de la couverture médiatique des élections, ben, pas des élections, mais de ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, à savoir, tu sais, les journalistes, ils l'ont pris comme si c'était un acteur politique ou un acteur social égaux aux autres, en lui accordant le même traitement médiatique qu'habituel. Ça a des impacts importants. J'ai envie de faire le pont sur cette réalité-là, Alexandre. Tu me lances moi, là? Non, mais en fait, quand tous les acteurs politiques acceptent de jouer selon les règles du jeu qui sont saines pour la démocratie, c'est une chose. Mais à partir du moment où tu as un acteur qui arrive et qui ne joue pas avec ces règles de jeu-là, est-ce que la neutralité journalistique consiste à le traiter comme les autres ou à assumer qu'il est un danger pour la démocratie et à le nommer clairement puis à en faire la démonstration en s'appuyant sur des faits? Fait que c'est un peu vers là que je m'en allais. Des fois, c'est comme on a nos façons de faire, mais on a nos façons de faire qui fonctionnent bien quand tout le monde accepte cette façon-là de faire. Mais là, tout d'un coup, quand les choses sont débalancées, il faut parfois se poser la question sur nos règles du jeu doivent-elles être adaptées? Puis peut-être qu'il y a un pont à faire avec le phénomène de l'itinérance où, bon, il y a quelques années, on en parlait beaucoup moins parce que la population nous interpellait beaucoup moins, les commerçants nous interpellaient beaucoup moins, les citoyens vivaient beaucoup moins cette cohabitation parfois difficile. Là, tout d'un coup, ça explose, mais est-ce qu'on continue à en parler de la même façon en parlant 200, 300 fois plus? Je ne sais pas. Mais la parole, mais c'est aussi le fait que ces acteurs politiques, entre guillemets, n'ont pas de parole dans l'espace public versus toutes les autres. Fait qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On a, j'irais peut-être, à moins que quelqu'un veuille rebondir. Marie-Lie a quelque chose à dire. On se passe le micro. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé. Fait que... Ariane aussi, ça fait longtemps, là, ça serait oui. le temps. Non, mais je voulais juste ajouter, ça me faisait penser là, à ton intervention, Annie. Est-ce que je contribue à quelque chose? Est-ce que je nuis? C'est des questions qu'on se pose aussi quand on se fait interpeller parce que ça va vite, puis on est comme, hey, on a une opportunité. Est-ce que j'ai plus de risques? Est-ce que j'ai plus d'avantages?
Puis des fois, on n'a pas le temps, parce que c'est là, puis on comprend le contexte aussi, mais des fois, on a plus le goût de dire, OK, on a une opportunité, on a de quoi à dire, on veut y aller, mais après ça, comment ça va être pris? Dans le cadre de mon rôle, je représente des membres, je représente des personnes, fait que des fois, c'est ça, il peut y avoir plus de désavantages que d'avantages, dépendamment de comment ça va être, comment ça va ressortir. Ce que tu disais, Geneviève, l'idée d'entretenir des liaisons, des relations, je pense qu'il y a quelque chose d'important là-dedans, de construire des ponts, puis de pouvoir se parler davantage, puis le temps. On sait que autant du côté du communautaire, l'urgence, on la connaît, on la vit peut-être différemment dans d'autres contextes, mais on est là-dedans aussi. Fait que des fois, je pense que c'est nos timings d'urgence qui fitent pas, malheureusement. Mais on se pose ces mêmes questions-là aussi, fait que je trouvais que c'est intéressant peut-être de le mettre en lumière. Mais je pense qu'on a intérêt à plus de travailler ensemble, autant pour le milieu médiatique que pour notre milieu aussi, parce qu'il y a une voix qu'on veut porter, qu'on veut faire entendre. Mais des fois, c'est les leviers qu'on a pour le faire qui fit moins à notre contexte, mais c'est pas par manque d'intérêt ou parce qu'on se méfie ou parce qu'on veut pas créer ces ponts-là. Il y a de la méfiance, là, des fois. Ben non, mais il faut se le dire, dans des sujets polarisants, mettons, je vais parler de l'exploitation sexuelle, là. Excusez-moi de la parenthèse, mais c'est des sujets qui sont polarisants. Puis, vous le savez, le pouvoir que vous avez. Ne sous-estimez pas l'influence que vous avez dans la communauté, dans la société, parce que moi, j'entends tellement de préjugés, puis de croyances, puis sur la construction sociale que les gens se font d'un phénomène social. Je ne serais pas, scientifiquement, je ne sais pas, mais je suis convaincue que c'est 60 à 75% de votre influence. Ça se peut-il? Non, mais parce que je donne de la formation, fait que moi, j'entends ce que les gens me rapportent, comment ils conçoivent le phénomène de la prostitution, de l'exploitation sexuelle, puis je me dis, bon, ben, ils lisent beaucoup les journaux. C'est... Puis, il y a une autre affaire. L'intérêt public, ça, vous allez m'éclairer là-dessus. Qu'est-ce qui est d'intérêt public, pas d'intérêt public? Parce que il y a des articles, des fois, où on raconte une histoire d'exploitation dans les détails, puis d'une jeune, puis moi, je le sais que cette jeune-là est au centre de réadaptation, puis ses chums l'ont reconnue, même si son nom n'était pas nommé. Fait que là, j'ai voulu prendre le téléphone, mais je connaissais pas assez la journaliste. Hein, ça fait bien longtemps. Mais là, je me suis posé ces questions-là. Quel intérêt d'écrire de manière très détaillée une agression sexuelle? Je ne sais pas. Moi, des fois, ça me dépasse. Fait que je pose la question. Comment on tranche que c'est de l'intérêt public ou pas? De réponse toute faite à ça. Il y a des critères, puis des fois, il y a des erreurs qui sont commises. Il y a un guide de déontologie de la FPJQ qui met des barèmes sur le droit à l'image, le respect des personnes, le sensationnalisme, mais je vais peut-être passer la parole à Valérie qui semble avoir une intervention à faire là-dessus. Justement, sensationnalisme, c'est des réflexions qu'on a eues beaucoup avec le journaliste judiciaire au Soleil qui est extraordinaire, qui est encore dans l'espace public, qui est au Soleil, qui est Isabelle Mathieu. On avait une réflexion ensemble souvent sur, justement, jusqu'où tu y vas. Elle détaillait trop à ce moment-là? Ça se peut. Bon. Contacter, puis la sensibiliser, en fait, sur... C'est peut-être une incompréhension ou elle sous-estime l'effet que ça peut avoir chez les personnes concernées. Je sais pas La gang, donnez-moi une chance, on n'y arrivera pas. Écoutez, non, mais en fait, moi, j'allais dire, ce qui est assez, c'est fou, puis ça en dit sur notre société, puis sur notre habitude au true crime, au sensationnalisme. Je sors d'Isabelle, c'est moi qui parle, Valérie. Mais, à un moment donné, c'est plate, mais on dirait que c'est comme si le degré de, tu sais, c'est quoi l'indignation? Tu sais, t'as un pédophile du jour, t'en as 12 au palais de justice. Là, t'en parles. Ah non, lui, c'est pire encore. Lui, c'est encore plus grave. Puis, je dis pas qu'on se surenchérise nous-mêmes, mais c'est vrai que notre capacité d'indignation, elle est très élevée, malheureusement. C'est-à-dire, on a une grande tolérance à la souffrance humaine. Puis j'ai l'impression qu'on dirait
on pousse à la recherche parfois de dire aux gens, lui, c'est encore plus grave. Fait que j'espère que, dommage si effectivement, parfois on peut laisser des descriptions des choses qui peuvent faire mal, mais on dirait que c'est comme si les journalistes souhaitaient entre eux dire, à travers leurs écrits, dire à quel point, il y a comme une gradation des cas à ce moment-là qui devient un peu, enfin, peut-être une des pistes de réflexion. On essaie quand même, je peux vous garantir qu'on a beaucoup de réflexions et de discussions pour justement dire ça, j'y vais-tu trop loin ou non, mais j'ai l'impression qu'on est tellement habitué d'en voir et d'en lire que c'est comme si on devenait de plus en plus cru. Oui, ben, de la présentation, je retiens entre autres qu'on parle plus souvent des effets de l'itinérance sur la cohabitation que de ses causes. Puis j'ai le goût de revenir à la question de M. Duval sur comment on traite un article où un commerçant nous appelle pour dire que à cause des personnes de la rue, son achalandage baisse. Effectivement, en ce moment, si on demande à plein de monde, parlez-nous de Saint-Roch, les gens vont dire, ah, c'est dur pour les commerçants à cause des personnes de la rue. Peut-être qu'une des attentes, moi, en tout cas, que j'aurais, c'est le pas de recul pour dire, y a-t-il d'autres causes possibles à la baisse d'achalandage? Est-ce qu'il n'y a pas le télétravail qui a fait chuter le nombre de travailleurs, travailleuses du quartier? Est-ce qu'il n'y a pas l'achat en ligne aussi? Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'inflation, la hausse du coût de la vie, entre autres des prix du logement qui font que les gens sortent moins, dépensent moins? Fait que c'est sûr que si on a le commerçant, lui, son irritant premier, puis je veux pas nier sa réalité, puis c'est la cause visible à laquelle associe ces difficultés, c'est celle-là. Comme journaliste, c'est intéressant de prendre le pas de recul justement puis se dire, OK, comment je peux aborder ça dans un angle plus global pour amener la réflexion un peu plus loin? Un peu comme l'Aubrivière a beaucoup été associée à l'itinérance visible dans Saint-Roch, mais ça a pris du temps. Puis même pour nous, puis j'ai le goût de dire aussi à Valérie, moi aussi, c'est dur, l'évolution du langage. Ça m'a pris du temps à m'approprier la capacité de parler d'itinérance dans Saint-Roch, mais ça a été long avant qu'on soit capable de répondre. Attendez, non, mais c'est pas juste dans Saint-Roch, la hausse d'itinérance, c'est partout au Québec. Fait que ça peut pas être une cause unique d'un déménagement d'une ressource qui a causé tout ça. Tu sais, il faut comme être capable de prendre le pas de recul, puis bref, je conclurai en vrai, de se méfier des fois où l'itinérance devient une cause de maux sociaux plus larges, alors que c'est d'abord et avant tout les effets d'enjeux sociaux plus globaux. J'aurais peut-être le goût de lancer Ariane là-dessus, parce que dans sa conclusion de son mémoire, justement, elle montre comment, puis je t'inviterais à élaborer un peu là-dessus, comment l'itinérant devient un peu la figure du bouc émissaire. Donc, je n'irai pas plus loin. Nelly de retour! Ouais, c'est ça, c'est la conclusion un peu de ma réflexion que j'ai abordée là-dedans. Je me suis beaucoup intéressée à ce processus d'altérisation, la distanciation symbolique qu'on a entre nous autres, puis à quoi ça sert, puis quand ça apparaît, ça remplit quel besoin social. C'est un peu ça le punch de mon mémoire, là, en gros. C'est un schéma sur l'altérisation, puis je me suis rendu compte que quand ce phénomène-là arrive, quand on a tendance à cibler ce qui est exclu d'un groupe. Fait que nous, c'est nous autres, puis toi, t'es toi, puis tu fais pas partie de notre gang. Ça arrive souvent dans des circonstances où on est face à une crise sociale qui est difficile à expliquer rapidement. Fait que c'est beaucoup plus facile pour la cohésion d'un groupe de cibler quelqu'un à l'extérieur du groupe et de dire mais c'est ta faute. Parce que se remettre en question, c'est hyper long, c'est hyper complexe, ça demande des discussions collectives complexes et nuancées, puis c'est souvent plus facile pour la cohésion puis pour l'esprit de groupe de dire bon, mais au final, c'est toi, tu sais. C'est cette fonction-là du bouc émissaire qui est le punch de tout ça. Voilà. On a d'autres questions dans la salle. Oui, c'est deux commentaires. Je me disais, les personnes neurodivergentes, ils appellent les autres des neurotypiques. Alors, on pourrait appeler les sédentaires, ceux qui ne sont pas itinérants, les citoyens sédentaires. C'est une manière de se réapproprier le discours. Puis, je voudrais dire, récemment, c'est une anecdote, mais moi, je suis plutôt progressiste. J'ai déjà été au conseil de quartier. J'ai déjà travaillé avec l'engrenage avec certaines personnes ici. Puis, il y a des gens sur les Facebook qui parlent à un moment donné de déchets humains pour parler des itinérants. Moi, ça me choque, ça me met en fureur. Mais à un moment donné, il y avait quelqu'un qui commentait de manière anonyme, puis qui disait, le quartier se dégrade, le fameux
discours qu'on entend beaucoup, là, puis tout ça, puis c'est la faute des itinérants, tout va mal. Puis là, ils voulaient faire une manifestation pour appeler à l'action, c'est tout ça. C'est que moi, la personne avait mis ça de manière anonyme. Tu peux mettre participant anonyme sur certains forums. Là, j'avais dit un opposant politique à l'équipe marchande. Puis il avait répondu de manière très polie en disant non, non, je suis un citoyen qui est inquiet, tout ça. Puis ça m'avait comme rappelé. Puis il dit si on aborde le sujet, des fois, on se fait taper dessus sur certains forums citoyens. Alors, et puis moi aussi, je suis assez bon pour taper sur les gens que je trouve méprisants ou tout ça, là. Alors, tu sais, ça m'a rappelé quand même que oui, tu sais, si on dit qu'il faut écouter le vécu des gens de la rue, ben, il faut aussi écouter le vécu des citoyens qui sont inquiets, qui ont des malaises, qui sont inconfortables. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans Saint-Roch, puis j'ai eu une fois un peu peur, là, mais pas beaucoup, là, mais tu sais, c'est vraiment, je me sens pas en danger dans le quartier. J'habitais dans Montcalm, puis là, je me suis fait péter la gueule, cette fracture au visage. Pourtant, personne ne dit Montcalm, c'est un quartier dangereux. Puis, il y avait d'autres gens qui avaient été agressés dans le quartier. Alors, le narratif n'était pas là. Et puis, quand on dit créer du lien social, c'est la façon d'aborder des gens comme, justement, d'autres citoyens. Moi, tu sais, quand j'ai croise, je me souviens, une fois, j'étais sur du pont près du magasin de surplus militaire. Là, je voyais les gens passer, puis il y avait quelqu'un tendu. Les gens devaient l'enjamber, puis les gens sacraient après, tout ça. C'est que moi, j'étais arrivé, puis je lui ai parlé, puis je lui ai dit, au lieu de dire, tu te déranges, j'ai dit, les gens te dérangent, tu as mal choisi ton endroit parce que les gens te dérangent tout le temps. Alors, c'est la façon d'aborder, où je garde souvent des chiens, je passe devant le centre de consommation supervisée, puis au début, je passais de l'autre côté de la rue, mais maintenant, je passe de ce côté-là parce que j'ai remarqué que souvent, les gens aiment les chiens. C'est une façon de créer un contact, puis ils vont flatter le chien, ils vont demander, je peux-tu flatter le chien, puis tout ça, puis c'est une occasion de socialiser, puis de normaliser, puis de dire, ben, pour moi, t'es une personne, à part entière. Puis, c'était bien pire dans mon coin, là, je suis près du Gecko, là, justement près du centre. Puis avant que le Gecko soit construit, c'était un squat, c'était une piquerie. Puis il y avait beaucoup plus de criminalité, beaucoup plus de problèmes que depuis que le centre de consommation supervisée, où oui, il y a des désagréments, des fois c'est un peu sale autour, puis tout ça, mais en tout cas, moi je trouve que c'est plutôt positif. Merci pour. Non, non, même ça donne des trucs pour comment s'adresser aux gens qui sont dans cette situation-là. Question en ligne? Non. On en a une autre dans la salle. Bonjour, Julia du Réseau Solidarité Itinérance du Québec en communication. Je voulais juste souligner un petit exemple concret de l'impact des fameux titres de ce dont on parle depuis le début de la conférence. Maud et moi, on s'occupe de la médiation, notamment sur les médias sociaux. Puis aussitôt qu'on voit des articles sortir, comme exemple le dernier article sur l'immigration, on le voit se répercuter dans les commentaires haineux. Donc, l'association est vraiment directe. On n'aurait pas besoin de faire de revue de presse pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau médiatique, juste en faisant de la médiation sur les réseaux sociaux. Je tenais à le nommer pour vraiment un exemple concret de l'impact parfois. Deuxième chose que je trouvais vraiment intéressant, quand on parlait là, de l'augmentation du traitement d'un sujet médiatique, est-ce qu'on doit, tu demandais tantôt, Alexandre, est-ce qu'on doit le traiter différemment? Je pense qu'il y a une question de biais qui devient de plus en plus importante. Si on a un accroissement de parler d'un certain sujet, il faut se demander encore plus quel biais j'ai quand je viens parler de ce sujet-là. Puis je trouve que le projet de loi de 103 venait vraiment nous permettre de se repositionner sur un sujet qu'on avait des fois pris pour acquis, qui est comment on se positionne par rapport à la cohabitation sociale. C'est comme s'il faut prendre un pas de recul parce que si on ne reprend pas du départ, ben, les conséquences sont vraiment énormes, comme Ariane l'a démontré dans son mémoire. Donc, merci pour vos prises de parole. Quelqu'un qui veut rebondir là-dessus? Annie? Brièvement, je trouve qu'il y a des mots-clés qui sont mentionnés, l'idée de pas de recul, de conscience de nos biais. Autant, par exemple, tantôt on mentionnait que parfois on va rendre responsable le milieu communautaire de
résoudre l'itinérance. Réciproquement, on ne dit pas que les médias sont responsables des discours péjoratifs ou haineux, mais on peut voir comment les organismes sont obligés localement de dire quel impact dans mon alentour, autour de mon local, ça a, qu'est-ce que je peux faire pour faciliter les liens, comment je peux être sensible au discours des citoyens autour pour pas entrer dans un rapport de clivage. J'aimais bien l'idée, le questionnement qui a été posé en ligne, de la responsabilité qu'on a tous chacun, puis d'abord et avant tout de dire, est-ce que la manière que je vais nommer les choses, que je vais l'aborder, va nuire, t'sais? Peut-être qu'on ne veut pas résoudre des choses, on n'est pas là pour régler les trucs, on est là pour informer, mais au moins, est-ce que je peux avoir un raisonnement pour pas mettre de l'huile sur le feu? Puis est-ce que j'ai une sensibilité, tout comme les organisations, ils agissent dans un champ avec un certain type de service, ils ne peuvent pas agir sur tous les niveaux de mesure, mais savoir est-ce que ça s'arrime avec d'autres choses, est-ce qu'il y a d'autres choses qui prolongent les services, mais un peu la même chose, être conscient. Y a-t-il d'autres articles, y a-t-il d'autres journalistes qui peuvent, sur le même thème, sur le même dossier, avoir des compléments? Donc, avoir l'idée qu'on est situé dans une constellation, dans un univers qui s'influence. Je trouve que ça fait beaucoup appel à la réflexivité à laquelle on est obligé, puisqu'on est dans une société où la communication est tellement présente ou fait défaut. En tout cas, je trouvais juste important ces idées-là de pas de recul, de réflexivité, de conscience de nos biais. Romy. De son biais, de l'impact. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est que des fois, il y a des nouvelles sur l'itinérance, notamment sur l'installation de groupes dans certains quartiers, nouveaux services, où est-ce que les quartiers vont l'apprendre dans les médias. Donc, j'apprends qu'il y a ça qui s'en vient à côté de chez nous. Évidemment, il y a des exemples, notamment cette semaine, là, qui sont sortis pour des projets modulaires à Montréal. Donc, l'impact aussi sur je pense que les citoyens sont en droit de savoir qu'est-ce qui s'en vient dans le quartier, mais des fois, ça nuit à la capacité aux groupes, aux autorités, à entrer en dialogue constructif là, avec la population autour où est-ce que ces services-là vont s'ouvrir. Puis on a pu le voir pendant la pandémie, on a des groupes qui ont dû déménager jusqu'à 3 fois, là, qui essayaient de répondre à des besoins liés à l'itinérance pendant la pandémie, puis que la pression populaire et tout fait en sorte qu'ils ont dû se déplacer. Donc, le pas dans ma cour trouve aussi une racine à ce niveau-là. Mais je pense que d'une part, les citoyens sont en droit de le savoir, mais en même temps, un traitement journalistique trop rapide peut aussi nuire à l'implantation de ces services-là. Puis la raison pour laquelle aussi on est venu s'asseoir ici avec vous, puis d'ailleurs, merci beaucoup de répondre présent, c'était vraiment dans une logique de qu'est-ce qu'on peut construire aussi ensemble pour la suite, parce que d'une part, on constatait des limites, on rencontre des enjeux dans le traitement journalistique, on veut créer des ponts avec nos collègues journalistes, puis je suis très conscient qu'en étant assis ici avec nous ce soir, ben, c'est parce que vous êtes déjà un peu sensibilisés là, à la question, donc je pense qu'on est un groupe de personnes sensibilisées un peu de part et d'autre, de voir qu'est-ce qu'on peut faire après. Fait que c'est quelque chose que j'aurais quand même le souci qu'on entretienne là, la suite vers où on peut aller ensemble, parce qu'on pense vraiment qu'il y a des points. Un mot, parce qu'il y a d'autres, mais juste, tantôt, on a évoqué les statistiques de hausse de 900% des méfaits autour de Benoît Larbre, par exemple. Mais pour moi, pas parce qu'il y a un chiffre que c'est un fait. Il y a derrière qu'est-ce qu'on dit dans les chiffres, mais aussi, est-ce que cette information-là a fait en sorte que les gens ont plus appelé le bureau pour faire davantage de plaintes? Est-ce qu'il y a plus de méfaits ou il y a plus d'interpellations? Donc aussi, c'est pas juste fournir un chiffre, il y a 900% de formuler les choses autrement que comme si c'était un fait en soi. C'est pas 900% de méfaits de plus, mais de plaintes pour des méfaits. C'est déjà pas pareil. Dans ce cas-ci, on parlait, je crois, vraiment de méfaits, mais encore, est-ce que c'est des méfaits déclarés? Puis là, ben, le phénomène amène à plus déclarés. Mais Annie, on a une question en ligne. On a une excellente question de Kimilia, La Liberté de TVA en Abitibi-Témiscamingue. C'est dommage que Jocelyn ne soit pas dans la salle. J'aimerais savoir si vous avez des pistes de réflexion sur le traitement de l'image. Comment présenter le phénomène de l'itinérance en photo ou en vidéo? Quelles images ou représentations peuvent déranger ou nuire? C'est une bonne question, ça.
Je vais prendre le micro, Annie, pour aller vers la salle après, mais on dirait qu'il n'y a personne qui veut prendre le micro sur scène. Boromir? Rapidement, là, c'est quand même rough de présenter des visages parce que même si les gens acceptent d'être représentés dans les médias, des fois, ils ne voient pas tout l'impact que la couverture peut avoir après coup. Fait que, je pense qu'il faut avoir vraiment un consentement éclairé pour en arriver là. En général, ce qu'on recommande, c'est de présenter des lieux. Donc, puis de faire attention des fois aussi dans la présentation des lieux parce qu'on peut identifier aussi par la bande des lieux occupés qui vont attirer davantage la population autour de ça, mais souvent peut-être des symboles, des lieux, quelque chose de représentatif de cette réalité-là, mais c'est dur là, d'avoir des personnes. Là. Ça prend un doigté quand même pour le faire. Là. Sur la question des lieux, par exemple, il y a l'enjeu aussi il y a des gens qui se cachent pour se protéger, donc il faut faire attention de ne pas visibiliser des lieux, que les gens ont travaillé fort pour se trouver des espaces où se débrouiller. Autres interventions là-dessus? Juste pas entretenir les clichés aussi. Le sac de couchage, puis le carton, puis le gobelet. Puis... On les connaît, les clichés. Là. Okay. Merci. Ah, Ariane, oui. Ben, c'est ça. Les images sont encore plus marquantes que les mots. Fait que je pense que cette question-là de ne pas reproduire des stéréotypes dans des photos pour venir confirmer certaines images, certains archétypes qu'on a des personnes, c'est quand même quelque chose d'important là, à prendre en considération. Un peu abstraite, un peu symbolique. On pourra à un moment donné regarder. On a une question ici dans la salle. Mais c'est pas tant une question. Ben, je m'appelle Emilia. C'est pas tant une question, c'est plus pour rebondir sur ce que Boromir disait. Tu peux parler un petit peu plus fort. Avant la question, par rapport au biais, des fois, quand on présente un projet, tu sais, là, je vous parlais de projet à Montréal, puis tu sais, je remarque la même chose à Québec, ça a été le cas avec l'Aube-Rivière. Tu sais, l'Aube-Rivière a déménagé de comme 2 coins de rue, on s'entend, puis c'était comme si on venait implanter l'itinérance à Saint-Roch, là. Moi, ça me faisait capoter. J'étais comme, mais voyons, ils ont migré d'un parc vers le Carré-Lépine, puis tu sais, il y a quoi, même pas 500 mètres entre les deux, là, tu sais. Puis avec le projet Bifrost, j'ai l'impression que c'est la même chose. C'est un super projet, honnêtement, là. Puis selon moi, c'est une des façons de régler positivement des enjeux liés à l'itinérance, à la santé mentale, à la consommation. Puis les quelques articles que j'ai lus, c'est sûr que ça remonte à l'année passée, mais c'était comme, ben là, les citoyens sont inquiets. Puis il y avait entre autres une madame qui était interrogée, une madame qui est propriétaire de Airbnb, c'est à rue Saint-Vallier. J'étais comme, ben tu sais, c'est plate, là, mais cette madame fait partie du problème. Puis là, elle chiale, puis elle dit, ben là, déjà qu'ils ont mis une piquerie devant chez nous, puis que les touristes qui viennent dans mes Airbnb, ils se plaignent. Là, en plus, ils rajoutent une grosse tour de logement. Puis elle avait même pas l'air de saisir c'était quoi le projet Bifrost. En plus, là, je pense qu'elle s'imaginait que c'était un building de 6 étages de consommation, mais euh, bref, c'était juste pour rajouter à cette idée-là que des fois, je trouve qu'on présente des projets comme si on amenait un problème dans un quartier, alors que non, c'est des solutions qu'on apporte. Puis moi, ça me fâche de voir ça dans les médias. Puis je pense que ça serait bon aussi qu'on explique, même si c'est pas sensationnaliste, mais qu'on explique ben, pourquoi ce projet-là existe, pourquoi c'est subventionné, puis pourquoi on le met de l'avant. Tu sais, en quoi ça va être bon qu'il y ait de la psychiatrie communautaire à Saint-Roch. Bref, c'est ma petite intervention. Merci. Est-ce qu'on a des minimaux, mais vraiment en prolongement de ce que tu mentionnes, là, en plus de donner peut-être d'autres informations sur les raisons pourquoi c'est là, etc. Mais aussi, quand on s'adresse à la population, je ne sais pas comment vous formulez les questions, mais est-ce que c'est, par exemple, est-ce que ça vous inquiète qu'une ressource s'implante ou avez-vous été informé que
comment vous percevez est-ce que le problème était déjà là? Si d'emblée, la question, puis je présume pas que c'est le cas, c'est comme ça que c'est formulé, mais si c'est le cas, c'est problématique. Si la question est, est-ce que vous êtes inquiet que? J'en ai une petite vite pour vous autres. Comment vous souhaitez que les journalistes s'adressent à vous lorsqu'ils vous contactent? C'est niaiseux, mais texto, téléphone, quel type de formule de politesse avec enrobage, pas d'enrobage, vite, pas vite. C'est niaiseux, mais c'est la réalité quotidienne des journalistes de contacter des intervenants, puis chacun a ses sensibilités. Cellulaire, pas cellulaire, courriel. Ben, moi, généralement, c'est par texto ou par courriel. Moi, je préfère texto courriel, ça me permet de prendre un pas de recul. Non, mais tu sais, au téléphone, bon, non, je préfère par écrit, moi, au départ. C'est ma façon. Je réponds pareil quand il appelle, là, c'est sûr. Mais ça me permet, tu sais, de me déposer, de réfléchir. Ben, c'est bête de même, mais tu sais, de bien s'introduire aussi. Tu sais, des fois, on le prend pour acquis, mais je suis telle personne, je travaille dans tel journal, je m'intéresse à telle question pour telle raison. Je voulais sortir parce que je voulais apporter cet angle-là pour telle raison, puis j'aimerais savoir votre réaction pour commenter telle affaire ou pour invalider ou Des pour fois, tu trouves valider. que ça tombe trop vite dans les questions Ben directes oui, puis pour. ça m'est arrivé des fois d'être citée, puis je savais même pas que c'est une entrevue officielle, puis fait qu'après ça, tu sais, puis des fois, ben tu sais, tu dis, ben écoute, je veux pas d'entrevue officielle, mais je peux quand même te pister, puis j'ai pas eu le temps de consulter mes membres sur cette question-là parce que c'est très épineux, puis on collabore avec tel acteur, puis si on sort médiatiquement, mais peut-être qu'on brûle nos ponts, puis mais tu sais, sache que je vais te rappeler dans 2 jours. Je comprends que c'est là, mais quand on va avoir une position claire, on va te rappeler, puis on va pouvoir te donner un scoop, ou tu sais, on va avoir mais finalement, je comprends que des fois, le momentum est passé, puis tout ça. Mais des fois, c'est aussi de bien camper l'angle derrière, puis le pourquoi qu'on s'intéresse à tel sujet, puis c'est-tu correct que je t'enregistre à partir de maintenant? Est-ce que tu valides? Aujourd'hui, justement, j'ai eu un très bel exemple. Il y a eu un appel d'offres, la ville, blablabla, on se questionne, êtes-vous informé, ça sort de où? Voudriez-vous commenter la situation? Fait que c'est plus dans le savoir-être aussi, puis ça donne le goût, tu sais, des fois, c'était même pas un enjeu sur lequel je pensais qu'on allait se prononcer ou que puis c'est arrivé vite, 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 puis il a été super honnête de dire, ben moi, il faut que je sorte mon texte avant 16 heures, puis tout ça, fait que tu peux-tu, puis oui, parfait, correct, tu sais, mais j'ai senti vraiment que j'étais respectée, puis que j'étais en pleine connaissance de cause de dans quoi je m'embarquais, tu sais, puis je sentais pas qu'il y avait un agenda ou un texte qui manquait juste une citation du RAIC pour finaliser la patente, puis que je sentais déjà qu'il voulait m'entendre dire quelque chose pour finir la dictée trouée, là. Mais en même temps, je peux comprendre cette réalité-là, tu sais. Mais ça donne le goût des fois, là, puis peut-être que si ça avait été amené autrement, même s'il n'y avait pas nécessairement de gros enjeux, peut-être que je me regardais une certaine distance, tu sais. Ça donne quand même. On a le temps rapidement là, pour, genre, petite intervention rapide 2 fois, là et là. Bien aimé l'intervention de la dame qui a parlé de la dame du Airbnb parce qu'elle a transformé en 45 logements un Airbnb. C'est ma favorite, disons. L'autre affaire, c'est le monde se plaint qu'il y a du monde dans la rue. Mais quand il arrive avec des propositions de logement social, communautaire, whatever, moi, je suis le CA d'une ressource qui va déménager à Limoilou. Des femmes, donc il n'y a pas de pédophiles dans le lot. Tu sais, grosso modo, c'est déjà un bon point. Mais les réactions en général sur Internet, parce que c'était une présentation Internet de la ville, étaient très négatives là, parce que c'est pas loin d'une école, pas loin de la traque de chemin de fer dans le coin du domaine Mézeray, d'accord? Puis il y en a un autre qui a été fait aussi, lui, par Action Habite, etc., etc. Mais tu sais, à un moment donné, le monde chiale quand on arrive avec des projets de logements sociaux, puis ils chialent quand le monde sont dans la rue. Puis l'alternative, c'est quoi? Des fois, je trouve qu'il y a un problème, c'est pas au niveau des journalistes le problème très souvent. Je pense que c'est plus au niveau des radios, d'accord? Ou d'Internet, pour appeler un sac vert un sac vert, tu sais. Puis ça, je pense qu'au niveau des médias officiels, entre parenthèses, Le Soleil, le Journal de Québec, Radio-Canada, en général, la job est correcte. Puis même dans certains cas, est bonne. D'accord? Il ne faut pas avoir peur de le dire. Tu sais?
Mais c'est plus ce qu'on appelle les médias dits alternatifs, puis les médias audiovisuels, qui ont besoin d'un clip qui dure 30 secondes. C'est pas un écrit, là. C'est un clip de 30 secondes. Moi, je pense qu'il est plus là le problème au niveau médiatique, sans vouloir être plate ou rabat-joie. C'est un peu ça, c'est tout. La madame, oui, qui avait son Airbnb est bien triste parce que le zonage a été modifié suite aux représentations que la coalition Engrenage a faites. Puis à la tournée qu'on va faire des élus, ils ont modifié le zonage Airbnb dans le quartier Saint-Roch. Ils l'ont diminué d'à peu près 33-40 au grand déplaisir des propriétaires qui maintenant sont propriétaires par droits acquis. Fait que quand ils vont revendre, ils ne peuvent pas vendre un Airbnb. Ça me rend bien triste. Merci. Je vais aller. Oui. On a une autre. On va y aller vite, vite parce qu'on a deux petites interventions rapides pour finir. Très brièvement, je suis journaliste au Journal de Québec. Moi, je couvre l'éducation, mais je voulais rebondir sur ce que disait Marie-Lie. Je voulais vous encourager à développer justement ces liens-là avec les journalistes, à développer des liens de confiance. Moi, j'ai le privilège de couvrir un beat, comme on appelle dans notre jargon, donc un secteur en particulier depuis plusieurs années. Et c'est vraiment important justement de développer ces liens-là parce que la sensibilité dont vous parlez, elle se développe justement en ayant ces relations-là avec les gens du milieu. Et donc, j'encourage Marie-Lie tout simplement, la prochaine fois que vous allez avoir un enjeu dont vous aimeriez qu'on parle sur la place publique, à recontacter le collègue justement qui a été respectueux, dont l'approche a été appréciée. Bien, ça peut être un point de départ, par exemple, de recontacter cette personne-là. L'approche Ça devient effectivement des relations de confiance qui se tissent avec le temps. Fait que c'est pas juste oui, et là, ça va être 30 secondes. François, tu m'as dit non tantôt. Ajouter un petit peu sur tout ce qui a été dit sur les relations, puis la relation de confiance et tout. Moi, j'aime ça prendre le téléphone, puis juste appeler. Mettons qu'il y a un enjeu où je viens de faire une entrevue avec quelqu'un, je lâche un coup de fil à quelqu'un dans un organisme. C'est jamais arrivé avec personne d'entre vous, là, mais un petit coup de fil à quelqu'un dans un organisme, puis qu'est-ce que vous pensez de ça? Si c'est pas une entrevue, vous n'êtes pas enregistré rien, avez-vous du temps pour ça? Non? Oui? Ouais. Juste donc, on a des gens dans la salle qui disent que des fois, ça peut être bon de genre. Et oui, ils ont le temps de prendre 10, 15 minutes. Ouais. Oui, oui. Non, j'appellerai pas. Non, j'ai bien compris le message tantôt, là. Oui, oui. OK. Je pense tranquillement, on est en train de. Que je le retienne. François Pouliot, je suis à Radio-Canada. On est en train de décrocher de notre bonne formule conviviale pour les gens en ligne. Fait que je ferais juste remercier nos 5 panélistes d'avoir été avec nous. Merci aux gens qui nous ont accompagnés en ligne. Merci pour les questions, les commentaires. Merci à l'Engrenage. Merci à la FPJQ. Je pense que si vous voulez poursuivre informellement la discussion, si ça gargouille pas trop dans vos ventres, vous pouvez le faire. La salle se ferme pas à l'instant même. C'est pas comme Fort Boyard avec Philindra, là, puis voilà. Merci à vous autres. Il y avait des bons acteurs. Il y avait des droits d'acteurs.